Bonsoir à tous. Bienvenue sur l'émission du Petit Quart, l'émission qui chaque dimanche soir décortique les processus créatifs. On espère que vous avez passé un super bon week-end, on espère que vous êtes tous hyper contents d'avoir vu les premières neiges à Montréal. Aujourd'hui, on va voyager à travers 3 décennies de musique électronique à Montréal. Pour le coup, Sylvain Ferland, notre invité ce soir, fait partie de ces artistes discrets mais déterminants qui ont façonné dans l'ombre. Donc DJ, graphiste, directeur artistique de la radio La Phase B que vous devez tous connaître, fondateur de son propre label et studio de graphisme Zupton, autant de casquettes que d'œuvres d'art à son actif. Je lui donne la parole sans plus tarder. Bonsoir Sylvain. Salut Gabriel. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment content que tu m'aies invité. C'est vraiment le fun. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que tu as d'autres casquettes que j'aurais pas dit? Non, c'est bon. Oui, c'est pas mal ça. Design, musique, expérimentation, recherche. Comme je dis, moi, je suis un peu une éponge là. Ouais. J'essaie de toujours prendre qu'est-ce qui passe et de comprendre et de voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qui se passe. Ben nous, on était hyper heureux de t'avoir ce soir. On s'était rencontrés dans via la Phase B, en fait, qui est quand même, on en parlera plus tard, mais qui est quand même une bonne plateforme pour se rencontrer entre artistes et entre passionnés de musique. Donc on est hyper content de t'avoir ce soir avec nous. Je sais pas, est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu, commencer tout de suite une petite mise en matière, commencer par, je dirais, la genèse un peu de ton parcours artistique. Comment tu as découvert la scène, la musique, c'est un peu large, on va dire, la scène électronique? Si on recule un petit peu avant la scène électronique, avant ça, j'ai commencé, puis là, je me posais la question, est-ce que j'ai commencé à faire de la radio avant de commencer à faire des fanzines? Des fanzines, pour mettre en contexte, les gens qui ne connaissent pas, c'était des magazines amateurs qui venaient souvent de la scène punk, la scène new wave, puis ça, qui sont des magazines photocopiés, à l'époque même pratiquement tapés à dactylo, des trucs comme ça. Et donc, j'ai commencé à faire un fanzine, j'ai fait mes études collégiales dans la région d'Ottawa. Et puis quand j'étais là, j'ai commencé à faire de la radio. Il me semble que c'est à CHUO en premier que j'ai fait de la radio à Ottawa, qui est la radio de l'Université d'Ottawa. Mais ça se peut aussi que j'aille commencer à Québec. Je sais pas, c'est pas très clair dans ma tête. Mais définitivement, Pustule, le fanzine est parti à Ottawa, alors qu'à ce moment-là, je fais des études en design graphique. OK. Donc, comment les deux, musique et design, se sont mêlés ensemble, tout ça, je sais pas. Mais c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à écouter beaucoup de musique, à explorer. Aussi, j'imagine, il y avait le fait de partir de la maison, de me retrouver dans un environnement étranger qui a fait que ça m'a amené beaucoup aussi à être curieux, à explorer plein de trucs et puis à découvrir plein de musique. Fait que c'est un peu comme ça. Et puis, venant beaucoup, à ce moment-là, j'écoutais tout ce qui était ce qu'on appelle de la musique industrielle, mais de l'industriel pur, c'est-à-dire vraiment des gens qui tapent sur du métal, des trucs comme ça, là, pas d'industriel électronique, mais aussi d'industriel électronique, des groupes comme Nedzereb ou des trucs comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça m'a amené éventuellement vers ce qu'on va écouter peut-être un peu plus tard, comme le New Beat, des trucs comme ça, qui était comme un genre de préambule à la musique électronique qu'on a, ou qui est plus la scène techno du début des années 90. Fait que tu as eu le New Beat, mais tu as eu beaucoup de techno-industriels aussi qui a fait une petite transition, qui s'est mis à se transformer pour nous emmener vers la musique électronique. Et du coup, tu m'as dit que donc toi, tu as fait tes études à Ottawa et tu es venu, par quel biais tu es venu t'installer à Montréal, en fait? À la base, je suis originaire de la ville de Québec. OK. Donc, ce qui se passait, c'est que je faisais toujours le voyage en autobus et puis j'arrêtais au terminus d'autobus à Montréal. OK. Donc, j'avais toujours 1 heure ou 2 heures à perdre. À ce moment-là, il y avait un gros magasin qui s'appelait le Marché du Livre, si je me souviens bien, qui vendait beaucoup de fanzines de bande dessinée, dont un magazine qui m'a servi d'inspiration pour Pustule, qui était à ce moment-là gratuit, qui s'appelait Rectangle. Et puis, il y avait beaucoup d'artistes de la scène underground, de BD montréalaise. Fait qu'à force d'aller au Marché du Livre, de toujours faire des petits bouts, et puis c'est un peu paradoxal, mais l'odeur des HLM, où il y a une trappe d'aération, où ça sent toutes sortes de trucs. Mais je sais pas pourquoi, moi, c'était comme un peu emblématique de Montréal, puis il y avait quelque chose dans cette odeur-là que je trouvais intéressante ou réconfortante. Je sais que c'est paradoxal, mais c'était comme la ville, c'était comme l'énergie de la ville. Fait qu'il y avait ça, tu sais, cette espèce de bouillon de créativité qui était là et puis auquel j'avais accès de temps en temps. Puis, dans le fond, quand j'ai terminé mes études, je suis retourné 1 an vivre à Québec.
Et puis, après ça, je suis venu vivre à Montréal. C'était clair qu'il fallait que je vienne à Montréal. T'es pas le premier artiste du tout, voire même, j'ai l'impression que vous dites tout ça, que Montréal, effectivement, est un vrai petit bouillon de culture avec une émergence, une prolifération de projets assez impressionnante et une possibilité aussi de mener ces projets à terme. Après, c'était pas la même époque. Non pas que je dise que t'es vieux du tout, mais c'était il y a quand même 30 ans. Ben ouais, il n'y a pas de mal. Et du coup, elle ressemblait à quoi un peu cette scène montréalaise à l'époque? C'était quoi un peu la vibe? Parce que je me rappelle que... Enfin, je me rappelle. Non, j'ai vu... on vous mettra l'article après quand on partagera l'émission. Mais Sylvain m'avait partagé un vieil article de Radio-Canada où vous aviez été filmé, toi et tes amis, que vous organisiez déjà à l'époque des parties un peu underground, mais vraiment, c'était 93, il me semble, 92, ouais, 93. Ouais. Donc ouais, c'est ça, elle ressemblait à quoi un peu cette scène montréalaise, un peu, c'était quoi la vibe de l'époque? Ben, un peu comme je t'avais parlé, c'est qu'à ce moment-là, les gens étaient beaucoup plus dans des scènes distinctes. C'est-à-dire que tu appartenais à telle scène, tu appartenais à telle scène, tu appartenais à telle scène. Puis il y avait beaucoup de gens qui ne se sentaient pas confortables d'aimer la musique électronique. Ils sentaient qu'ils trahissaient quelque chose qui était peut-être un peu plus leur côté punk, un peu plus leur côté rebelle. Fait qu'il y avait quelque chose d'un peu réducteur, un peu, à écouter de la musique électronique. Et c'était mal perçu, ouais, effectivement, à une certaine époque. Bien, évidemment, tout dépendamment des milieux, mais dans les milieux dans lesquels moi j'étais, et entre autres au Faux-Fun électrique, c'est sûr que nous autres, on était des punks parmi les punks, parce qu'on était contre les punks d'une certaine façon. Fait que, en même temps, c'est normal, c'est ça les Faux-Fun aussi, là, de toujours être à l'affût de ce qui se passe, puis tout ça. Donc, ben moi, dans mon cas aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que au début, c'est qu'en fait, il y a on a entendu parler d'un truc qui se passait en Allemagne qui s'appelait Mayday, qui était vraiment comme un gros truc de 10-15 000 personnes de musique électronique avec Jeff Mills, puis il y avait plein d'artistes connus qui jouaient là. Et puis moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais décidé qu'il fallait absolument que j'aille là. Donc, je demande à ma job si je peux avoir un congé sans solde, ce qui est refusé. J'ai dit, bon, ben, fuck it, moi j'y vais. Ça finit là, j'y vais, c'est pas ouvert à la discussion. Et puis quand j'étais allé là, à ce moment-là, vu que je faisais déjà Pustul, j'avais commencé aussi à faire d'autres petits trucs un peu plus axés sur la musique électronique, dont... non, c'est vrai, en fait, j'avais parlé de Unite, mais Unite, même le 1 n'était pas sorti à ce moment-là. C'était beaucoup trop tôt dans mon cheminement. Donc, l'idée, c'est que je m'en vais en Allemagne. Et puis, à ce moment-là, j'étais allé dans plein de labels aussi. J'étais allé chercher des disques, puis le monde, dans ce temps-là, me ramenait j'ai ramené beaucoup de vinyles. Est-ce que tu avais déjà quitté le Québec à ce moment-là? Enfin, je veux dire, tu étais déjà sorti du Québec, tu étais déjà sorti du Canada, ou c'était ton premier gros voyage en Europe? Dans ma tête, j'étais allé en 89, mais sérieusement, je suis pas sûr parce que je vois pas qu'est-ce que je serais allé faire là en 89. OK. Donc, ça se peut que ça soit ma première fois. Parce que c'était quand même... Ouais, ça devait être ta première grande expédition, quoi, d'aller jusqu'en Allemagne pour assister à un festival... Ouais. Puis je suis pas parti avec énormément d'argent non plus. Ouais. C'est un peu... on verra qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Ouais. En fait, je n'irai pas dans tous les détails de l'aventure de Mayday, mais essentiellement... sans tout raconter, effectivement, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis ramassé, j'étais à Bruxelles, puis j'avais déjà mon billet de Mayday avant de partir, mais j'avais plus d'argent pour me rendre de Bruxelles à... ça se passait à Dortmund, en Allemagne. Donc, j'avais même pas d'argent pour me rendre à Dortmund, tu sais. Et encore moins d'argent pour revenir après ça, puis revenir éventuellement vers Paris pour prendre mon avion pour revenir. Fait que c'était vraiment un peu la galère, là, mais tout s'est bien passé finalement. Tout ça pour dire, on revient à la base, c'est que quand je suis revenu d'Europe, j'avais beaucoup de disques. Puis à ce moment-là, Martin Dumais, qui était un bon ami à moi, il m'a dit « Ah, j'étais avec la gang des Faux-Fun, puis tout ça, puis là, t'as des disques, fait que peut-être qu'on devrait monter quelque chose ensemble. » Ce qui fait qu'on s'est ramassé 4 DJ, dans le fond, qu'on a fait à ce moment-là. Ça s'appelait le Vitamin DJ Team, parce que, dans le fond, notre comment tu pourrais dire ça, notre père spirituel qui faisait partie du Vitamin DJ Team, c'était Sylvain Hood. Okay. Il s'appelait DJ Vitamine S. Fait que c'est de là que c'est parti, puis c'est de là aussi que moi, j'ai commencé à être beaucoup plus impliqué, là, même si j'avais fait quelques pas auparavant, là, comme avec la sortie de Pustul 5, qui était le dernier qu'on a sorti, que j'ai sorti.
Mais à ce moment-là, on l'avait déjà annoncé comme... Le lancement était au Foufoune électrique, on l'avait déjà annoncé comme un rave, mais dans la réalité, ça n'avait rien à voir avec un rave ou quoi que ce soit. Mais dans toute notre innocence, puis ça a été comme les débuts d'un peu de ça. Là, ouais. Parce que sur le reportage, on vous voit quand même, il était super ce reportage, et sur le reportage, on vous voit, enfin moi je vous ai trouvé hyper mature, puis hyper engagé, parce qu'on rappelle que, voilà... années 80-90, il y avait quand même pas mal de répression sur la fête à Montréal, notamment. Enfin, dans tout le Québec, j'imagine, mais à Montréal, notamment, c'était un peu un problème d'organiser des raves ou des parties. Donc, effectivement, on vous voit super engagé, super mature, organiser à l'époque des soirées avec... où c'était clairement affiché pas de consommation d'alcool, pas de consommation de drogue, des soirées avec juste des jus verts. Et ouais, c'était déjà... Mais comme, tu sais, c'est un peu du marketing aussi. Oui, c'est ça, mais c'était une belle... Enfin, ouais, j'ai bien aimé... le mindset est cool, ouais. Parce qu'il faut pas oublier aussi qu'à la même époque, moi, je vendais des chandails sur lesquels c'était marqué « Fuck smart drinks, have a beer ». Ouais. Donc, c'est comme je dis, des fois, le trip des smart drinks, c'était beaucoup du marketing aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était une manière de contourner le système, quoi. C'était une manière de... Oui, puis on savait qu'il y avait une aura négative qui entourait les raves. Fait que nécessairement, plus que tu montes patte blanche, mieux c'est. Là, Ouais. Donc c'est sûr que ouais, c'est sûr que c'était pas si simple. Et c'était quoi un peu ton souvenir un peu le plus épique ou le plus fort un peu de cette époque? Ben, je dirais pas que c'est le plus épique, mais quand je pensais, je me suis mis une petite note, en fait, c'est que je voulais te parler peut-être d'un club qui s'appelait Saturne 6, qui était quand même assez déterminant. À ce moment-là, moi, j'habitais tout près de l'École, j'habitais au coin Sainte-Élisabeth et René-Lévesque, dans un édifice qui n'existe plus actuellement. Et puis le Saturne 6, on appelait ça aussi l'endroit où il y a le monde qui était barré des fouf. Fait que c'était vraiment trashos. Si je me souviens bien, mais je dis ça vraiment sous toute réserve, je pense que c'était coin Sanguinet et... non, pas tout à fait de Sanguinet, un petit peu plus à l'ouest que ça. En tout cas, peut-être Sainte-Élisabeth ou dans ce coin-là, coin Sainte-Catherine, dans le sous-sol. Et puis là, il y avait Robert de la Gauthier, qui était un DJ, le DJ par excellence techno à cette époque-là, qui faisait des soirées au Saturne 6. T'sais. Fait que ça, j'aimais vraiment ça, puis c'était vraiment juste à côté de chez nous. Dans les anecdotes niaiseuses que je pourrais compter, c'est entre autres une fois où je me faisais des joints avec des machines pour rouler des cigarettes. Fait que je me roulais des joints, mais que ça avait l'air des cigarettes. Fait que je fumais ça dans des lieux publics. Les gens, ils cherchaient les joints puis ils les trouvaient pas. Moi, je continuais à fumer. Ça, c'était très drôle. Mais aussi, il y avait une performance marquante que je me souviens, c'était Déco, qui arrêtait pas de chanter. En fait, que Robert Gauthier aussi a sorti cette track-là, mais c'était pas la même version qu'il jouait, qui est une track qui s'appelle Special K. Fait que déjà en 93, il parlait déjà de la kétamine à cette époque-là. Là. Ouais. Ah oui, c'était... Non, c'est vrai qu'on s'imagine pas que c'était pas du tout... Oui, tout n'était pas aussi facilement accessible. Tout n'était pas aussi... facilement accessible et plutôt aussi sur l'ouverture d'esprit. Et tout ça, tu continuais, donc donc tu avais le côté DJing avec le groupe dont tu parlais, mais il y avait aussi, tu as continué aussi les fanzines à cette époque, parce que pour ceux qui auront la vidéo, là, pour ceux qui écoutent l'audio, vous ne voyez pas, mais Sylvain a apporté des reliques, j'ai envie de vous dire, de ces fanzines de l'époque. Et donc Pustule, ça c'était le premier, c'est ça? Oui, c'est celui-là que j'ai commencé quand j'étais à Ottawa. Donc, Pustule, c'était vraiment comme ma version de Rectangle dont je parlais précédemment. C'est juste que je voulais faire une BD avec Rectangle, puis ça impliquait de mettre des autocollants de smiley face partout. J'ai dit, c'est sûr qu'ils feront pas ça, puis ils dépenseront pas 50$ d'autocollants de smiley face. Donc, j'ai dit, bon, ben je vais le faire moi-même. Et puis, au départ, très, très, très axé BD, avec un petit peu de critique de disques ou des trucs comme ça. Et puis, au fur et à mesure, la musique est venue à prendre une place beaucoup plus importante. Si bien que rendu au 3e, déjà la BD était rendue dans un carnet à part. Fait que la BD s'était fait pousser en dehors de Pustule. Et puis, c'est ça pour montrer un peu, là, c'est que dans le fond, là, ici, j'ai apporté le Pustule numéro 2. Et puis, la couverture, ça, c'est très typique des années 80, tu sais, fin 80. C'est-à-dire que la couverture est faite avec la tapisserie. Ouais. Donc,
chaque couverture de chacun des magazines est différente parce que c'est vraiment des morceaux de tapisserie qu'on a achetés pas cher. Et puis même, dedans, il y a un biscuit soda qui est rendu pratiquement liquéfié depuis toutes ces années. Tu sais, c'est un peu comme les boîtes qu'on a enterrées. Tu sais que tu trouves les... Tu vois les vieilles boîtes d'écoliers qui ont été enterrées et tu retrouves... Moi, je me pose la question, t'en as combien, Sylvain, de souvenirs comme ça chez toi? Je m'en suis débarrassé beaucoup avec le temps, mais j'ai comme deux, trois caisses là, de toutes sortes de trucs. J'imagine, là. si tu gardes ça depuis les années 90, ouais. tu commences à avoir du stock. En fait, c'est qu'il y en a que j'en avais plus, mais qu'au fil du temps, je me suis débarrassé des exemplaires, là, juste parce que j'en avais trop, puis... Ce qui est fou, c'est cette détermination que tu as toujours eue, que tu devais avoir avec d'autres, mais c'est parce que c'est de toi dont on parle aujourd'hui. Mais ce qui est fou, c'est cette détermination que tu as eue à toujours créer. Et on en parlera un peu plus tard avec tes projets personnels, mais effectivement, chez toi, j'ai l'impression que l'image et la musique et le dessin et le graphisme, c'est toujours quelque chose de vachement entremêlé, en fait. T'as jamais... se nourrissent. Ouais, c'est ça. En fait, ça nourrit l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Par contre, je dirais qu'actuellement, au point de vue design, j'en fais pratiquement plus. Là. Oui, tu m'as dit que tu étais à la retraite. Techniquement, je suis à la retraite du design. Je suis à la retraite du design. Fait que j'en fais quand il y a besoin. Fait que j'en fais encore occasionnellement, donc pour la phase B. Mais en tant que tel, c'est plus quelque chose... En tout cas, actuellement, c'est pas quelque chose que je sens qu'il faut qu'il sorte de moi comme ça l'a déjà été pendant très, 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 très longtemps. Je vais montrer aussi à la caméra le Unite. Il est vraiment... très, très beau. Il est très, très beau, ce fanzine. C'est un fanzine qui est quand même un assez grand format, plus format tabloïd. Et puis, tout imprimé en orange fluo et en argent. Ce qui faisait très rave. Si on veut le lire, idéalement, c'est avec un blacklight où le texte il vient vraiment lisible si on ne veut pas s'arracher les yeux. Ça peut marcher devant un blacklight ou souvent les télés, là, quand ils ne sont pas sur aucune chaîne puis que c'est bleu, là, ça fait le même travail. C'est-à-dire que tout ça vient qu'à s'allumer si on veut tout ce qui est fluo. Là. Ouais. Et ça, comment tu avais eu cette idée de le faire, justement? C'était tes grandes années rave où tu t'es dit, tiens, si je crée un fanzine qui pourra se lire que sous la lumière noire ou où la lecture sera facilitée grâce à la lumière noire? En fait, mon trip, c'était d'avoir un magazine qui change constamment d'état selon le milieu dans lequel il est. C'est-à-dire que si j'étais allé au bout de mes fantasmes, aussi éventuellement il y a la version 3, parce qu'il y avait un 3 qui a pratiquement été terminé, mais qui n'est jamais sorti, qui manquait 2 pages à faire. Et éventuellement, l'idée, ce serait d'avoir, exemple, de l'encre glow in the dark, des vernis, du fluo. Fait que, ce qui fait que, selon tes noirceur, à la lumière, à tel type de lumière, tu le tiens de telle façon, bien, le magazine, il est tout le temps en constante transformation. Fait que c'est de prendre un truc qui est vraiment 2D, qui est vraiment plat, mais d'y donner une espèce de vie à travers les différents matériaux qui sont utilisés. Ouais, c'est un peu ça. Et puis évidemment, ben c'est sûr que argent, orange fluo, c'est très rave, là, j'ai pas apporté, mais aussi, pour se mettre dans le contexte, les passes de métro à ce moment-là avaient pratiquement tout le temps une couleur fluo dessus. OK. Fait que j'imagine que c'était pour une question de reproduction, parce que le fluo, tu peux pas reproduire ça dans un centre de copie, fait que peut-être que ça jouait. Mais pour moi, ça a été une grande inspiration. Puis comme j'ai toujours été inspiré aussi par tout ce qui est pop art, puis tout ça, au sens large, pop art étant même des boîtes de céréales au supermarché, un peu comme World, là, à la limite, là, de voir les objets courants, mais des voir un peu comme, je dirais pas de l'art, mais en tout cas certainement des trucs qui sont stimulants. Fait que c'est sûr que les passes de métro à ce moment-là étaient un truc hyper usuel, ben ça m'a inspiré, ça c'est clair, mais aussi juste de surprendre, juste de faire aussi des choses que t'es pas supposé de faire, parce que t'es pas supposé de faire un magazine qui est dur à lire à la base. Ouais. Tu sais, c'est un peu contre nature. La controverse. Ouais, déranger, chercher tout le temps à faire des affaires différentes, à surprendre. Oui, effectivement, on écoutera ça un peu plus tard, mais effectivement, ça se ressent aussi dans tes projets musicaux, ça se ressent aussi à bien des égards. Et c'était quoi un peu le contenu? J'ai vu qu'il y avait de la BD, c'est ce que tu disais à un moment donné, que tu faisais beaucoup de BD. Est-ce qu'il y avait d'autres... En fait, il n'y a pas tellement de BD dans Unite. Non, c'est plus dans... Ouais, dans Pustule, il y a beaucoup de BD. Dans Unite, c'est vraiment un trip esthétique visuel. Une idée qui était primaire là-dedans, c'est que je voulais qu'il y ait en général très peu de mots. C'est-à-dire que oui, il y a des entrevues qui sont, je pense, uniquement en anglais. Mais en tant que tel, les langues, il y a beaucoup d'anglais, mais il y a beaucoup de mix aussi avec des langues inventées. Je pense dans le 3e aussi, où ce que c'est pas sorti, où ce que là, j'ai inventé mes propres typographies. Puis l'idée, c'était d'avoir un magazine qui est vraiment international. Fait que peu importe ton type
évidemment, là, c'est peut-être un peu charrié, là, mais j'allais dire, peu importe ta culture, ben, tu comprends beaucoup ou pas, je veux dire, à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des codes esthétiques, il y a des trucs, des repères, mais en tant que tel, tu peux pas tout comprendre non plus. Là. C'est plus de faire comme si ça venait d'ailleurs, dans le fond. Fait que c'est un peu ça le trip, comme si carrément que ça venait d'une autre planète ou quelque chose comme ça. Ouais, et par contre, il y a marqué Pepsi. Est-ce que c'était voulu? Je vois qu'il y a marqué un énorme Pepsi sur la 4e de couverture. Ouais. Ça, est-ce qu'il y a un petit clin d'œil par rapport à la boisson? Ou un pied de nez à Coca déjà à l'époque? Non? Non, je pense que ça avait plus rapport avec le fait des raves. Ah ouais? Des raves, puis peut-être un peu comment que ça pouvait devenir commercial ou pas. En l'occurrence, pour ça, les Fofounes, je pense qu'il y avait eu j'avais demandé... Ah non, c'est pour un autre événement qui était un événement qu'on avait organisé au Fofounes où on a mis aussi un logo de Pepsi dessus, puis ils nous avaient donné du Pepsi au Fofounes. Mais je pense que dans ce temps-là aussi, c'était beaucoup l'esthétique du logo là, qui est vraiment extrêmement rave. Là. Ouais, c'est sûr que dans les raves, dans ce temps-là aussi, il y a beaucoup de la récupération de tout ce qui était produit pour faire des flyers de rave, genre Tide, mais au lieu d'être marqué Tide, c'est marqué le nom du party ou des trucs comme ça. Fait qu'il y avait beaucoup de ça. Fait que je pense que ça vient un peu de là aussi. Là. Mais il y avait de quoi aussi dans le fait d'avoir accès à de quoi qui est méga gros et très commercial. Fait que j'aimais ce paradoxe-là. Peut-être que c'était une manière aussi de répondre, j'imagine, parce que quand tu parlais de choses un peu controverses, un peu qui dérangent, etc. Est-ce que c'était une manière aussi de répondre un peu à la répression qu'il y avait à cette époque-là, du fait d'être interdit de faire beaucoup de choses, interdit de dire beaucoup de choses ou Ben, je sais pas. Moi, je l'ai pas vécu tant que ça. C'est-à-dire, oui, on le sentait, oui, c'était là, mais tu sais, nous t'as autres... pas eu l'impression d'être dans le militantisme ou quoi, ou non, tu faisais pas... Non, nous autres, on était plus des punks. Ouais, Ouais, ok. c'était plus ça. C'est-à-dire que c'est drôle parce que je l'ai juste réalisé dernièrement. Parce que je me suis jamais vu comme un punk, mais là, après ça, que j'ai compris un peu qu'est-ce que c'est, puis c'est pas juste une façon de s'habiller, mais c'est Ou une vraiment une musique à façon écouter, d'être... ouais. C'est ça. Que dans le fond, c'est plus comme un état d'esprit, en tout cas, quant à moi. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de ça, tu sais. Puis nous autres, on était même rebelles contre la scène même aussi, tu sais. Fait qu'on était rebelles contre tout le monde, contre tout. Fait qu'on était rebelles contre les Fofounes, on était rebelles contre la scène. Tu sais, c'est ça. C'était ça notre trip. Ouais. Ok. Je propose qu'on fasse peut-être une petite pause musicale en rapport avec tout ce dont on est en train de parler. Comme à chaque émission, on a proposé... c'est sûr que c'est plus accurate quand on invite des artistes musicaux. Quoique ça peut marcher avec tous les artistes de manière générale. Mais effectivement, on a refait un peu... on a demandé à Sylvain... de nous sortir 2-3 tracks de son chapeau. Et je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Tu nous as proposé quelques tracks qu'on a choisis. Là, on est sur un thème un peu musique années 80 et 90, donc un peu tes premiers amours et les premières tracks, les premières tracks que t'as j'allais dire, que t'as kiffé dans la tête, mais c'est horrible de dire ça comme ça. Les premières tracks que t'as adorées, il y avait que le mot kiffer qui me venait, c'est terrible. Les premières tracks que t'as adorées. Donc je propose qu'on écoute ça, puis comme ça tu pourras nous raconter un peu l'anecdote qu'il y a derrière ça après. D'accord. Voilà, et vous êtes toujours en train d'écouter le Petit Quart sur choc.ca. Le dormeur. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Laisse-moi troubler ton sommeil.
doit se réveiller. Laisse-moi troubler ton sommeil. Tu dois sortir de ce rêve. Tu dois sortir de ce rêve. Réveille-toi. 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 Le poison était programmé. Bon, je crois que tout le monde a compris de quoi parlait cette chanson. En plus, cette chanson, elle s'appelle Le Dormeur. Et j'ai trouvé ça super rigolo. Est-ce que tu peux nous raconter la petite anecdote de pourquoi tu as choisi cette track aux paroles hyper explicites, hyper rigolotes? Ben, en fait, j'ai pas capoté là-dessus à l'époque. T'sais. C'est vraiment parce que j'essayais de trouver des trucs qui étaient vraiment significatifs. Je pense qu'à peu près n'importe qui était dans le milieu à cette époque-là a connu ce morceau-là. C'était un méga Okay. hit. C'était vraiment, comme je parlais un peu plus tôt dans l'émission, c'était vraiment le new beat. Fait que le new beat, un son qui vient essentiellement de Belgique, mais il y a une grosse scène à Bruxelles aussi. Encore une fois, Bruxelles aussi qui était beaucoup dans le techno-industriel avec Front 242, des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment comme un espèce de passage vers la musique électronique, on dirait plus traditionnelle, si on veut, le new beat. Ouais. Fait que ça reprenait un peu ces sons-là, un peu, je dirais pas new wave, mais il y a comme un peu des fragments des années 80 dedans, un petit peu. Puis après ça aussi avec les samples aussi, fait que c'était le début des samples qui étaient peut-être, en réalité les samples, je dirais ça au pif, là, peut-être 89, 90, 91, 92, qui commençait à avoir beaucoup de samples aussi. Donc je trouvais que c'était vraiment comme un morceau significatif, là, très représentatif de cette époque-là, juste avant que ce qu'on appellerait techno a vraiment plus commencé, qui était déjà existant, mais mettons qui a pris le dessus, si on veut. Okay. Et je crois que c'est 91, hein, cette musique, c'est ça? Ouais, T'avais fait que c'est regardé? la fin du New Beat, si on veut. Fait que le New Beat, d'après moi, là, encore une fois, je dis ça, je peux aller voir sur Wikipédia, là, mais Ouais. selon moi, c'est 2, 3 ans, 4 ans, peut-être que ça a duré comme mouvement, là. Ouais. Et on a t'avais un dernier petit magazine, je crois, à nous présenter que tu vendais à l'époque 35 sous. C'était Ouais, mais ça venait aussi des trips de rectangles, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il y avait, dans la culture underground des BD, t'avais une fille très connue à Montréal qui s'appelle Julie Doucet, qui à cette époque-là commençait, fait qu'elle faisait beaucoup de trucs, puis c'était tout le temps des trucs. C'est ça qui était le fun, tu sais. J'allais au marché du livre, je dépensais 2-3 $, puis j'avais plein de trucs, tout avec des artistes que je trouvais très hot, puis qu'avec le temps, qui ont été confirmés hot, tu sais. Mais là, c'était Ouais. vraiment leur début. Fait que ça, c'est comme vraiment inspiré de cette époque-là. Je vais le montrer, si vous avez la chance de le voir en vidéo. C'est une petite BD, mais essentiellement, c'est que c'est une face d'homme. Et puis ça, c'est avec du découpage, avec l'exacto, puis tout ça. Fait que les yeux sont percés, puis la bouche, il y a une petite pilule qui dépasse de la bouche, mais quand on tire sur le haut, c'est-à-dire qu'il y a une petite languette, quand on tire sur la languette, les yeux remontent dans la tête, puis ils avalent la pilule. exactement comme les petits livres d'enfants, là, les petits livres d'enfants ludiques où il faut que tu remontes une languette. Exact. Et Oui. mais effectivement, bon, je pense qu'il est en train d'avaler un Doliprane, mais un Tylenol, mais Mais tu sais, et dans les le fond... yeux remontent, les yeux sont révulsés. Est-il en train d'avaler un petit quart? Non, je ne crois pas. Non, là, ça c'est s'appelle, entier. en tout cas, ça s'appelle Acid Man. Ouais. Fait qu'on sait pas si c'est de l'acide, mais ça s'appelle Acid Man. Puis il y a On même vous laisse, juger. on vous laisse juge. il y a des petits Happy Face aussi, puis il y a un dinosaure, il y a un dinosaure qui a une petite vache. Fait Mais le qu'il y a concept toutes est sortes génial, genre Ah, de il est tout ce super, que tu celui-là. nous, le concept est absolument génial. Genre, j'adore. Celui-là est vraiment bon. Et celui-là Mais, est vraiment très cool. Et tu sais, quand tu te dis, mon Dieu, je sais même pas comment c'est sorti de toi l'idée de faire quelque chose comme ça. Et Ben, je pense que la créativité, par exemple, une affaire qui arrive puis que j'ai constaté, c'est que plus tu es créatif, plus que tu es un éponge, plus que tu trouves des idées. Puis ça, éventuellement, si tu ralentis ce cycle-là, ben, ça ralentit aussi, tu sais. Fait que c'est toujours nourri par le fait d'être toujours à l'affût. Fait que ça devient comme vraiment naturellement, là, tu sais. Je pense pas que je m'assoyais puis je cherchais des idées, là. C'est plus, OK, je vais faire ça, tu sais.
Un point que tu touches aussi, par contre, qui est vraiment primordial dans ma création, c'est qu'il y a souvent ça aussi, tu sais, tout le trip relié à l'enfance puis tout ça, mais d'une façon complètement tordue, un peu distorsionnée, un peu perverse à certains égards aussi. Fait que, tu sais, ça me plaît bien aussi, jouer sur plusieurs niveaux en même temps. Oui, t'as un style très pop art, à la fois très enfantin, mais très, très pop, très color block, effectivement, ouais. Puis dans Acid Man aussi, pour terminer, c'est que ça met en vedette mon bon ami de Québec qui s'appelle Saint-Michel, qui fait encore de la musique d'ailleurs, qui est très actif dans la scène de la ville de Québec. Et il y a eu après, effectivement, à partir de 92, donc c'est quand même un peu dans... ça a débuté dans les années dont on parle. Tu développes Zupton, j'espère que je le prononce bien, tu développes Zupton, qui on en a parlé, c'est vraiment... je pense que le label est venu après, mais c'est quand même c'est quand même ta création propre où tu cherches à se faire entremêler un peu le son et l'image, mais à la base c'était juste ton projet graphisme, hein, on est d'accord? Ben oui et non. Oui et non. Okay. C'est-à-dire, oui, tu as totalement raison, mais là, devant les yeux, j'ai David Scott, il y a eu Casimir Popstock, qui sont vraiment des projets musicaux, encore une fois, qui sont vraiment qui étaient là au début, que tu as créé au début de Zupton? En fait, David Scott est arrivé en 99-2000. À ce moment-là, j'ai fait mon premier site web en 1997. Et puis, à ce moment-là, en 2000, j'ai sorti un truc qui s'appelait Zupton 2000. Zupton 2000, c'était les aventures de David Scott dans un monde parallèle où ce que je prenais David Scott, à l'origine, le personnage qui figure sur toutes les images, il vient d'un photoroman italien. Donc, j'avais beaucoup de photos de ce mec-là. Je l'aime beaucoup. Et puis, j'ai fait des mises en scène visuelles avec des vieux magazines des années 70 qui parlaient de technologie, des bureaux high-tech avec des bobines, des trucs comme ça. Fait que c'était comme rétro-futuriste. Puis c'était de là aussi que ça venait le trip de 2000, tu sais. Sauf que là, c'était paradoxal parce que je sortais en 2000. Fait que c'était comme un regard du futur via le passé, mais dans le présent, tu sais. Fait que... puis au niveau esthétique, tout était orange et bleu. Ouais. Soit dit en passant, il y a une version actualisée du Zupton 2000 qui a été faite il y a plusieurs années, que j'ai jamais sortie, qui est vraiment pratiquement finalisée. Parce qu'à l'époque, en web, il fallait que tout soit très, 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 très petit. Parce qu'à ce moment-là, on se branchait encore avec des téléphones, en fait, avec des lignes téléphoniques. Donc, tout ce qui était lourd prenait du temps à loader. Fait que quand j'ai fait du Zupton 2000, qui était vraiment un trip esthétique uniquement, ouais, que tu avais un pseudo-fil narratif là-dedans. Il n'y avait pas de texte ou très peu de texte. C'était de se promener dans l'univers de David Scott. Et puis David Scott, c'était un gars des années 80 qui a fait de la musique, tout ça, mais c'était très, très flou à ce moment-là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, j'étais ami déjà avec une personne que j'aime bien appeler Marc Huffen, en l'occurrence Acufène, mais moi, je l'appelle Marc Huffen. Donc, j'avais proposé, ou lui m'a proposé, de sortir pour le fun. C'est-à-dire que je faisais un lancement pour le site web, puis on a dit on va sortir 2 tracks de David Scott, qui étaient des tracks que Marc avait fait, qui n'allaient pas sortir ailleurs. Donc, on a sorti un petit 2 tracks, tout ça. Puis il y a un de mes amis... Un CD de titres, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas vu. C'est relique, ça, c'est collector. Ouais. Ça, c'était même des disques faits à la maison. Là. C'est vraiment copié à la maison. C'est vraiment des disques vierges. Là. Donc, un CD avec juste 2 morceaux. Mais ce style de pochette, j'avoue, du 2-track... On dirait, tu sais, un peu les boys bands des années 2000. Exactement pareil. Ouais, puis lui, le look aussi de David Scott, qui est un petit peu... on adore. Un petit peu playboy ou tout ça, là. Donc, ce qui est arrivé, c'est quand on a sorti ça, il y a un de mes amis qui, lui, travaillait pour une grosse étiquette de disques, puis il a dit « Moi, je veux sortir un album de David Scott. » On n'avait pas assez de matériel pour faire un album au complet, mais finalement, on a sorti un mini-album de 6 tracks de ce personnage-là qui n'existe pas du tout. Et puis, à ce moment-là, j'ai sorti une autre version du site qui est encore en ligne, qui est vraiment comme l'album est titré, c'est-à-dire Sex Machine. Fait que c'est David Scott... c'est quoi j'ai dit par rapport à ça? En tout cas, toujours est-il, c'est ça. Fait que j'ai sorti le site et on a sorti le mini-album de 6 tracks. Et puis, à ce moment-là, moi, je travaillais au Montreal Mirror. Donc, le Montreal Mirror ont fait une entrevue avec David Scott, sachant pertinemment que David Scott n'existe pas. Le magazine... Ouais, c'était un bar où tu étais DJ à l'époque, hein, c'est ça?
Non, le Montreal Mirror, c'était un hebdo culturel. Ah, d'accord, ok. Ouais. Oui, c'est Fait pas que le moi, bar dont j'étais- on a moi, parlé. j'étais- Laika? Où tu étais DJ, il me semble, 5 à 6 heures semaine, tu m'avais dit. Ouais, le Laika. Oui, le Laika. Ouais, ça, c'est excuse. vraiment plusieurs années plus tard. Oui, non, ok. Ouais. Donc, oui, le Mirror, c'était un magazine, un hebdomadaire. Un hebdo culturel. Puis moi, j'étais directeur artistique à ce moment-là, fait que je m'occupais de tout ce qui était design, tout ça. Mais c'est des triples Mirror, tout ça, fait qu'ils ont dit on va faire une entrevue avec David Scott. Mais sachant pertinemment que David Scott n'existait pas. Eux ne le savaient pas? Non, eux le savaient. Ah, eux le savaient, Ouais. ok. Sauf que quand c'est présenté dans le journal, on le disait pas. Ouais. Fait qu'on comptait l'histoire officielle de David Scott, que c'était un gars des années 80 qui était très influent, un peu comme on pourrait dire, qui travaillait dans l'underground aussi. C'était les premiers scammers de Ah ouais, l'époque. c'est C'était ça. un vrai catfish, en fait. C'est genre. Ok. Et puis... Et les gens adhéraient. J'imagine que les gens croyaient vraiment qu'il y avait quelqu'un qui avait un. Ben, il n'y a pas de raison de s'en douter Ouais. comme tel. Puis qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que Catherine Pogonat, qui est à Radio-Canada, Ok. elle faisait aussi une émission de télé. Donc, ils ont fait un reportage à la recherche de David Scott. Encore une fois, elle était de connivence avec nous, mais elle, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'elle est allée voir des gens qui, encore une fois, étaient... qui savaient que David Scott n'existait pas, mais il y a d'autres gens qui ne le savaient pas. Donc, elle allait voir, connaissez-vous David Scott? Avez-vous déjà entendu parler de lui? Fait qu'il y a des gens qui disaient, oui, je sais parfaitement c'est qui, il a travaillé avec Gary Newman, il a fait ci, il a fait ça. Il y a d'autres personnes qui ont dit, j'ai aucune idée c'est qui ça, tu sais. Puis elle s'est présentée parce qu'elle me demandé à Montréal c'est où ce qui couche David Scott. Fait que là, j'ai montré l'hôtel où ce que David Scott il couche. Elle s'est présentée à l'hôtel avec un CD, avec une caméra, puis elle dit, avez-vous vu cette personne-là? Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il dort ici? Puis évidemment, l'hôtel, eux autres, c'est leur job. Ils ont juste dit, non, vous n'avez pas le droit de rentrer ici avec des caméras, allez-vous-en. Fait que ça quant à moi, ça rajoutait à la crédibilité de tout ça, là, tu sais. Ah, mais donc, mon Dieu, et donc tu as créé comme ça toute une histoire inventée. Enfin, vous avez créé une histoire comme ça de toute pièce avec des journalistes et. Exact. Ah, c'est drôle, avec toute une légende derrière. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et, mais l'idée derrière Zupton, c'était vraiment de se professionnaliser quand même, non? Parce que tu as commencé à. Enfin. Ou alors au début, c'était juste l'idée de faire cohabiter musique et design, ou tu as vraiment voulu commencer à collaborer de manière un peu plus professionnelle avec des gens? Ben non, en fait, c'était vraiment design. Tu sais, David Scott, c'est vraiment arrivé par hasard. C'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire. C'est vraiment un hasard total. C'est sûr que, oui, mon but avec Zupton, tu sais, en toute modestie, mon but avec Zupton, c'était de dire, OK, je vais devenir une superstar du design, tatata. En l'occurrence, c'est sûr qu'il y avait certains aspects au point de vue marketing ou au point de vue... je pourrais dire ça. Tu sais, travailler avec des clients aussi, c'est particulier, puis tout ça. Mais tu sais, puis j'avais un très, 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 très gros ego. Fait que ce qui peut être une bonne chose, parce que ça permet de pousser des projets, puis tout ça, puis d'y croire, puis tout ça. Fait que c'est bien. Mais c'est sûr que quand vient le temps aussi de voir ça comme une entreprise commerciale, ben c'est peut-être un peu utopique aussi, là, tu sais. En tout cas. Fait que c'est un peu... c'est un peu comme ça que ça a été, mais pour moi, c'était vraiment comme surtout une base d'exploration, là, tu sais, Ouais, bien sûr. vraiment, puis un prétexte d'exploration. Puis un peu comme je te disais à quelques reprises, je t'ai déjà répété, c'est que moi, je peux pas peinturer, tu sais, je peux pas créer à partir de rien. Fait que pour moi, le design graphique, c'était comme une base de création. C'est comme si c'était mon canevas, c'est le prétexte du design me donnait une excuse pour créer ou pour diriger ou structurer ma création, si on veut. Fait que ça a beaucoup été ça. C'était intéressant ce que tu disais, ce que tu disais tantôt, hein, vous l'avez pas entendu, mais c'était intéressant ce que tu disais tantôt par rapport à la création, c'est que tu disais je ne peux pas créer à partir de rien. Effectivement, par rapport au processus créatif, c'est intéressant parce que tu as des gens où la création naît à partir de rien. Et toi, tu as quand même besoin d'une base un peu, ou tu as quand même besoin de passer par un prisme, c'est ça, si je m'exprime bien? Ouais. Soit un prisme musical, Faut que j'aille track, une excuse. soit une image, soit déjà un design. Et c'est intéressant c'est intéressant le terme créer à partir de rien ou créer à partir d'une base, effectivement. Faut qu'il y ait un besoin de quelque chose ou faut qu'il y ait une base de concept avant que je commence à créer pour, après ça,
comme je dis que ça me donne un peu... c'est comme si, dans le fond, je voulais construire une maison, mais j'avais besoin qu'il y ait une certaine charpente qui est déjà là. Puis à partir de cette charpente-là, je peux faire qu'est-ce que je veux. Tu sais. Mais est-ce que du coup les collaborations ça t'aidait pas finalement parce que le fait d'avoir Zupton et du coup de commencer à avoir des demandes, j'imagine des clients, j'imagine des collaborations, etc. Est-ce que du coup c'était quelque chose qui t'aidait à créer? Le fait d'avoir des gens qui te demandent précisément des choses? Je te dirais, c'est ça un peu le problème avec Zupton, c'est que mon ego était tellement fort, puis j'étais tellement tête de cochon que les idées des autres, j'en avais pas vraiment besoin, puis je voulais pas vraiment les avoir non plus. Fait que plutôt, peut-être aujourd'hui, je ferais ça différemment. Mais avec dans la ce temps-là, sagesse, avec le recul. c'était plus my Mais t'étais way. très jeune aussi. On rappelle que tu l'as créé en 92, donc... Ouais, mais là, on parle comme David Scott, on parle de donc au plus 2000. années Fait que, fin des j'étais rendu 90-2000. comme à 27, 28 ans dans ce coin-là. Ouais, mais ça reste jeune quand même. Ouais. Tu vois, t'as pas la maturité à 27 que tu peux avoir à 40 ou à C'est 50. C'est sûr. C'est sûr. Mais... Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'était plus souvent my way or no way. Là. Tu sais, Ouais. C'était un peu ça ma façon de travailler. Fait que tu sais, j'en ai des clients que j'ai carrément refusé. Ils disent « Ah, j'ai plein d'idées. » Je dis « Parfait. Je vais te référer à des gens qui vont avoir besoin de tes idées. Moi, j'en ai pas de besoin. » Tu sais. Fait que c'est sûr que ça crée des fois des situations conflictuelles. Là. Mais comme Ah je oui, t'as dis, besoin de passer par un prisme, mais tu veux pas trop être restreint. Je veux pas être restreint oui. par le client. Ouais, voilà, je veux c'est être ça, ok. restreint par les intéressant. besoins du projet. Ok, c'est intéressant. Fait ouais. que- Puis, tu sais, ça aussi, des fois, c'est sûr que travailler en publicité aussi, c'est difficile de façon générale. Après, j'ai travaillé beaucoup en publicité pure et dure, là, pas via Zupton. Et puis, c'est sûr que c'est différent parce qu'effectivement, il faut qu'à ce moment-là, que tu sois... en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Excuse-moi, je suis en train de me perdre. L'idée, c'est que faut que tu sois à l'écoute. Souvent, moi, je trouvais qu'il faut que tu sois plus à l'écoute du projet que des clients. C'est ça qui est difficile à balancer parce que des fois, les clients, ils font pas la différence entre qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que leurs clients, ils veulent. Ouais. C'est pas la même chose. Puis ça, des fois, c'est difficile de convaincre un client qui a tort avec son idée. Puis que moi, mon intérêt premier, c'est que son projet, il marche. Ce n'est pas... C'est paradoxal, mais tu sais, c'est pas de rendre le client heureux. Moi, je veux rendre ses clients heureux, tu sais. Fait que ça, c'est très différent comme dynamique aussi, là. Puis c'est vrai que c'est souvent quand tu demandes quand tu demandes un projet de création à quelqu'un, c'est pareil pour plein de choses dans la vie, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec une idée très 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 précise de ce qu'ils veulent. Et finalement, mais c'est pareil en tatouage, c'est pareil en graphisme, c'est pareil, c'est même pareil chez le coiffeur, j'ai envie de te dire. C'est que les gens arrivent avec une idée tellement précise sur ce qu'ils veulent que tu es obligé, toi, en tant qu'artiste, de dire écoutez, je suis pas sûr qu'on parte dans la bonne direction, moi, c'est pas un truc qui forcément va correspondre, etc. Donc c'est aussi c'est aussi, je pense, important de pas arriver avec trop de détails en tête quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, parce que finalement ça ressemble jamais vraiment à ce que tu avais en tête. Je sais pas si je me fais je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en général on n'a pas entre l'artiste et le client, t'as pas vraiment la même les attentes peuvent parfois être très différentes. Ouais, c'est sûr. Effectivement. Puis comme je dis, des fois, les clients, c'est à cause que le design aussi, c'est très difficile parce que c'est extrêmement subjectif, là. Ah oui, complètement. Donc, j'aime pas le violet. Ou, tu sais, des trucs comme ça. Là, Ouais. tu sais. Fait qu'à un moment donné, des fois, c'est sûr que c'est difficile. Puis, comme je disais, moi, vu que j'étais très émotif et très sûr de moi, fait que des fois, ça amenait un peu de la confrontation, là, ce qui était pas idéal. Mais par contre, tous les projets où j'ai eu plus de fun, c'est les projets où les gens m'ont fait confiance. Pour le meilleur, pour le pire, pour eux. Mais c'est ce que Mais- j'allais rebondir, parce que j'allais rebondir sur tes collaborations un peu marquantes, parce qu'en découvrant, en préparant cette émission, donc on a découvert le site de Zupton. D'ailleurs, le site de Zupton, je vous invite à aller le voir, il est très très beau, il est très très bien construit. J'aime beaucoup le design de ces sites web, et tu as quand même eu des grosses collaborations marquantes avec des... Je sais pas si on peut appeler ça des clients, mais avec des labels et des festivals qu'on connaît tous. Mhm. J'allais te poser la question justement de ces collaborations un peu marquantes qui te viennent en tête. Ben, c'est sûr que ce serait difficile de ne pas parler de Mutech ou des pique-niques électroniques. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'était à eux que je Festival pensais, par exemple, Electra. les festivals. Non, mais parce que tu sais, c'est quand même pas rien, là, tu sais, genre.
t'as quand même créé des designs. Et pour le. Oui, il y avait eu le Centre Phi, il y avait eu Mutech. Il y avait Mais eu... Centre Phi, je me souviens pas, moi. Ah ouais, mais c'était peut-être un événement. C'est sur ton site, on ira revérifier Mais tantôt. c'est possible. Là, je c'est dis peut-être pas pour un non, événement mais qu'ils ont je fait. me Mais en tout souviens cas, pas. voilà, c'est des collaborations avec des festivals, qu'on connaît tous. Ouais. Il y avait eu le label Musique Risquée aussi, dont tu parlais, le label d'Acouphène. Mais il n'était pas tout seul. C'est Vincent, beaucoup c'est ça. Vincent Lemieux qui était derrière ça, ouais. Qui m'a beaucoup fait confiance. Mais là aussi, éventuellement, il y a des artistes qui n'étaient pas contents de ce que je faisais parce que c'était pas vraiment une collaboration, c'était plus voici ce que j'ai fait. Donc, je te dirais, il y en a beaucoup que ça a bien été, il y en a d'autres que ça a moins bien été, qui n'étaient pas d'accord avec la représentation que je faisais de leur musique, là, ouais. Après, effectivement, Vincent Lemieux et Marc Leclerc, c'est des amis, me semble-t-il. Ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'imagine qu'on ne travaille pas de la même façon. Enfin, les gens, on ne vous fait pas confiance de la même façon quand c'est des amis et quand c'est, par exemple, un festival comme Mutech ou comme le Pique-Nique, où là, tu dois répondre à des exigences et des cahiers des charges qui sont peut-être beaucoup plus stricts. C'est sûr que je te dirais la plus grosse différence avec des festivals ou des trucs comme ça, c'est qu'il faut que tu fasses plaisir à beaucoup plus de gens. Fait que d'avoir un consensus, des fois, entre 4-5 personnes différentes, ça peut être assez difficile, mais heureusement, j'ai fait ça plus tard dans ma carrière aussi, tu sais, où ce que... Plus mature. où ce que justement, j'étais un peu plus prêt à faire des compromis, puis à voir des choses, puis après avoir travaillé en pub, comme je disais, quand j'ai travaillé en pub, j'ai fait des trucs pour la Banque nationale ou Téléfilm Canada, ou des affaires comme ça, tu sais, qui sont pas au couche-tard, tu sais. Fait que c'est complètement différent, l'espèce de dynamique. Fait que dans ce sens-là, ça m'a bien servi après ça pour pouvoir travailler avec les plus grosses organisations. Mais aussi, je pense que quand tu travailles pour des gros trucs comme ça, il y a l'aspect du design et de la direction artistique que tu développes, mais aussi après ça, ta capacité de livrer tout ça, parce qu'il y a énormément de travail à accomplir. Et puis, généralement, il y a toujours des stagiaires ou d'autres personnes qui sont engagées aussi, fait que de diriger aussi ces personnes-là. Mais encore une fois, en travaillant en pub, ça m'a permis de faire ça parce qu'on travaillait beaucoup plus avec des grosses équipes. Puis à ce moment-là, quand tu es directeur artistique, il faut que tu t'assures que ta vision de départ, elle se réalise. Puis aussi, pouvoir reviser tes idées en cours de route si pour X raison, ça ne fonctionne pas ou qu'on n'a plus le temps ou qu'on est obligé de voir ça différemment. Fait que c'est sûr que c'est toujours... c'est un gros marathon là, quand tu embarques sur Mutech ou sur Pique-Nique puis tu as des livraisons à faire avec des dates très précises. Là. Ouais. Mais il y a de quoi, évidemment... il y a un super beau challenge là-dedans, puis il y a de quoi de vraiment excitant aussi. Là. Ouais. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu chez Upton, tu as toujours été tout seul ou non, comme tu as dit, tu travaillais avec est-ce que tu as travaillé avec des collaborateurs ou est-ce que tu as travaillé Non, à part pour les trucs de musique et puis éventuellement aussi avec certains contrats parce que oui, là j'ai eu à engager des équipes, mais c'est pas arrivé extrêmement souvent. Je te dirais que c'est un peu ça aussi la problématique de Zupton en tant que tel, c'est qu'autant quand j'étais jeune, j'avais des visions de grands studios et tout ça, que ça s'est pas passé pour plein de raisons. Et puis, souvent, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est que je me retrouvais dans des situations où, exemple, des startups, ils venaient me voir, des trucs comme ça, mais minimalement, ils grossissaient, des fois, ils se faisaient racheter. Quand ils se faisaient racheter, mais moi, je n'étais plus dans le décor. Après ça, il y avait soit des équipes internes ou travailler avec d'autres gens. Ou quand les organisations ils grossissent, même chose, mais après ça, ils vont s'adresser vraiment à une agence de pub ou des trucs comme ça. Là. Fait que, moi, j'étais un peu dans une situation difficile pour ça parce que je me retrouvais des fois beaucoup dans des situations où je faisais l'éducation des clients, je leur montrais comment ça marche, le branding, comment ça marche la com, des trucs comme ça. Mais éventuellement, j'imagine que je l'expliquais assez bien qu'ils sentaient qu'ils avaient besoin d'aller voir quelqu'un qui est plus gros que moi pour rendre cette vision-là à terme, j'imagine. Quelque chose comme ça, là, ouais. Et c'était quoi un peu... c'est quoi que finalement que tu cherches à transmettre avec aujourd'hui? Ce que tu cherches un peu à transmettre avec Zupton, c'est quoi un peu l'état d'esprit qu'il y a derrière cette appellation ou qu'il y a derrière ce travail-là? C'était beaucoup de botter le cul à plein de monde, de me botter le cul à moi-même, mais de me botter le cul à plein de monde aussi, tu sais, des challenger, de faire des affaires qui vont idéalement plus loin ou qui se démarquent ou qui sont différentes. Puis par la force des choses, que les gens se sentent peut-être plus à l'aise aussi de faire quelque chose qui sorte de leur cadre. Là, puis c'est tellement facile de se répéter. Puis je comprends
le besoin de se répéter. Il y a une sécurité là-dedans, mais aussi il y a une facilité pour les clients de reconnaître qu'est-ce que tu fais et tout ça, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais moi, c'est pas le chemin que j'ai décidé de prendre. Fait que moi, c'était toujours question de réinventer, toujours essayer des nouvelles affaires, toujours me challenger, toujours me surprendre, tu sais. Puis moi, je trouvais que se surprendre soi-même, c'est vraiment comme un beau cadeau à s'offrir. En tout cas, moi, c'est un cadeau que je me suis offert souvent. Puis ça, j'aime ça, ça m'excite énormément. Fait que si je pouvais arriver à provoquer ça chez d'autres personnes, puis que ça les force à, comme je disais, à se botter le cul, ben, c'est ça, moi, j'en serais fier que du monde, que ça les a amenés à vouloir explorer d'autres choses, là, que qu'est-ce qu'ils s'attendaient d'eux-mêmes, là. Et encore aujourd'hui avec le label, parce que le label est encore très productif, le The Ton Son. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Non? Non. C'est pareil, c'est à la retraite aussi? Ben, du ton son, en fait, il n'est pas vraiment à la retraite au sens où moi, j'ai mon projet qui s'appelle Ichiban Number One, que je fais avec un de mes amis qui s'appelle 8B, que lui fait tout ce qui est création musicale. Mais en tant que tel, c'est juste que du ton son, c'est la source qui n'est plus là présentement. C'est qu'à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si on veut y revenir un peu plus tard dans l'histoire, parce que là, on va embarquer dans le Laika puis tout ça. OK. Mais c'est vraiment à cette époque-là, puis il y avait des raisons que ce label-là, il est arrivé. En tout cas, il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas si tu veux qu'on... Ouais, on peut embarquer là-dessus. Hein. Ou on écoutait... non, on n'a pas écouté. On pourrait écouter peut-être... je ne sais pas, je ne vais pas diriger, mais une petite toune de... je t'en prie, si tu penses que... Une petite toune de David Scott. Puis peut-être après ça, une tonne de Casimir Popstock. Puis on pourra expliquer Popstock, puis éventuellement se ramasser au Laika. Ben, carrément. Non, ça me fait plaisir que, au contraire, prends le lead. Correct? Prends le lead si ça correspond au niveau généalogique, mais pas du tout. Au niveau temporel. Oh mon Dieu, je ne trouve plus mes mots ce soir. Mais carrément. Mettons un petit extrait de David Scott. Montréal, ville nouvelle.
Montréal et les camarades. Montréal, ville nouvelle. L'environnement et la recherche. Montréal, ville nouvelle. La différence et l'exotisme. Montreal Technologies. Les arts. Montréal, ville nouvelle. La politique. Montréal, ville nouvelle. L'histoire. Montréal, ville nouvelle. La science. Montreal Technologies. Montréal, ville nouvelle. Montréal, ville nouvelle. Montreal Technologies. Do 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 do. La la la, na la na la 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 la, na la 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 na na la, la na 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 la 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 la. Boy, I just can't get you out of my head. Oh, you know your love is all I think about, boy. I can't get you out of my head. Na la 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 la, think about. Ok, super. Alors, vous venez d'entendre deux extraits différents. La première chanson, tu m'arrêtes si je me trompe, la première chanson, ça faisait partie justement du petit CD de titres que tu nous as montré de David Scott, Montréal Ville Nouvelle. Et si vous avez subtilement entendu le fade-out de notre ami Jay, que je n'ai pas présenté, que je présenterai à la fin de cette émission, je m'excuse. Mais vous venez d'entendre un autre de tes projets un peu... Mais faux projets, Ouais, des peu. personnalités qui n'existent pas. Exactement, c'est Casimir Popstock. Ouais. Et je te laisse nous parler un peu de tout ça, décortiquer un peu ce qu'on vient d'entendre. Ben, essentiellement, comme je disais tantôt, David Scott n'existe pas. On a sorti un disque, il y a eu des reportages à la télé et tout ça. J'étais encore au Mirror au moment où Casimir Popstock est arrivé. L'histoire derrière Casimir Popstock, c'est avec un de mes amis qui s'appelle Ludo qu'on a fait ça. Et c'est Ludo qui personnifiait Casimir Popstock. L'histoire derrière Casimir, c'est que c'est un Russe qui reste à Vladivostok, qui est complètement à l'extrême est de la Russie, tout près de la Chine. Et puis lui, il allait dans les raves. Quand il allait aux toilettes, il fredonnait les chansons. Il y a du monde qui ont dit éventuellement, tu devrais sortir un album, tu dois faire un disque. Et de là, Casimir n'avait pas besoin de plus pour lancer sa carrière internationale. Et puis encore une fois... c'est que j'étais encore au Mirror, et même ici, qui était le penchant francophone du Mirror, qui était l'équivalent du Voir. Autant que ce que le ici était au Mirror, le Hour était au Voir, c'est-à-dire que les deux avaient un journal français et anglais. Et puis, même chose, fait que si je me trompe
pas, les deux, ou c'est peut-être David Scott que les deux y avaient fait des reportages. En tout cas, il y a eu définitivement une histoire, une entrevue de Casimir Popstock au Mirror. Et puis encore, déplaisant comme je suis, c'est que Casimir Popstock, c'était une entrevue écrite, parce que l'affaire, c'est que c'est Ludo qui personnifiait Casimir Popstock, mais c'est moi qui faisais les entrevues. Et puis, Casimir Popstock, lui, écrit uniquement en lettres majuscules tout le temps. Tout est en majuscules. Donc, l'entrevue, je l'ai toute écrite, je l'ai toute mise en lettres majuscules au complet, mais sachant pertinemment que mon collègue de travail serait obligé de remettre ça en lettres minuscules et de remettre les majuscules en tous les débuts de phrase. OK. Mais je savais. Mais il fait une entrevue avec Casimir. C'est Casimir. Oui, il Donc, fallait que ce soit en majuscule. c'est ça, il n'y a pas le choix. Et puis, fait que c'est ça. Fait que Casimir, c'était vraiment comme des one take tout le temps. Là. C'est un peu n'importe quoi tout ça. Puis qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'il y a eu quelques shows de Casimir, mais il y en a un, entre autres, les aspects intéressants, c'est qu'on est allé chercher 20$ en argent US, puis il tirait de l'argent à la fin du show. Sûrement que les gens ont pensé que c'était du faux argent, mais on tirait vraiment de l'argent. Et puis, il y avait la moitié des gens dans la salle qui étaient contents parce qu'ils savaient que c'était une joke, puis ils trouvaient ça drôle, puis tout. Puis il y avait plein de monde qui criait « chou ». Fait qu'en même temps, t'avais du monde qui applaudissait, qui était content, puis t'avais du monde qui « chou, chou ». Fait que c'était vraiment comme ce qu'on pourrait dire en langage familier, un petit peu un mindfuck, là. Ouais. Et ce qui est étonnant ce qui est étonnant à chaque fois, enfin pas étonnant, mais ce qui est particulier dans tous tes projets, que ce soit musicaux ou graphisme, c'est qu'en fait, je trouvais que tu avais une vision qui était très libre dans tous tes projets. Je trouve que je l'avais mis dans la préparation de cette émission, mais je trouve que tu navigues toujours entre à la fois le côté sérieux, parce qu'il faut bien à la fois le côté sérieux et exigeant quand on te demande des choses, mais à la fois l'absurde, l'expérimentation. Tu vas rechercher des choses dans l'image ou dans le sonore. Avec certains de tes projets, tu fais aussi du live machine, etc. Est-ce que c'est voulu, ce côté de rester complètement hors format et de rester toujours très très original dans ce que tu fais? C'est pas des questions que je me pose. Jamais? Je le fais, c'est tout. Moi. Ok. Je me laisse guider par qu'est-ce qui vient, puis... T'as jamais eu, toi, l'impression de te dire « Ah tiens, je fais quelque chose quand même qui sort des sentiers battus, qui sort de la norme ». Ben, comme je disais tantôt, moi, j'aime ça me surprendre moi-même. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu de ça. Mais oui, j'aime ça, que les choses soient un peu absurdes, un peu hors de l'ordinaire, tout ça. Mais je me dis pas, je vais faire un projet hors de l'ordinaire. Ouais, c'est ça vient naturellement. C'est que je fais des choses, puis là, à l'intérieur de ces choses-là, ben, je les laisse se développer, puis je vois quelle porte qui rouvre. Et puis après ça, ben, s'il y a une porte qui ouvre, ben, on y va, là, tout simplement. Si c'est possible, on y va. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait que, comme ça, parce que dans tous tes projets aussi, tu as plein d'alias et tu crées en fait, mais tu crées pas seulement un personnage, tu crées aussi une histoire, tu crées un personnage avec son background et avec son histoire passée et avec des choses à raconter autour de lui. C'est ça que je trouve très étonnant, c'est qu'il n'y a pas juste un alias avec des projets musicaux, c'est qu'il y a tout un monde à côté, avec une esthétique, avec une histoire, avec... tu vois, un peu? Ouais. Ben, tu sais, c'est peut-être un peu ça aussi, en quelque part, avec... encore une fois, de travailler en graphisme ou tout ça, c'est d'avoir une structure, d'avoir une base de création. Fait qu'encore une fois, les choses, ils viennent un peu avec le temps, ils se développent. Mais effectivement... généralement, ces univers-là se précisent assez rapidement, là, en fait, de base, tu sais. Puis après ça, ben, c'est une fois qu'on est dedans, tu sais, j'ai pas la prétention, dernièrement, j'ai entendu David Atmedge qui explose présentement à l'UQAM, tu sais, je l'ai entendu en entrevue, tu sais, puis il parlait de comment que les choses, ils viennent à lui, puis qu'il a l'impression que c'est comme s'il devenait comme le véhicule de quelque chose d'autre, tu sais. Je peux pas dire que c'est à ce point-là, puis je peux pas dire que je le sens vraiment, mais dans le sens où en quelque part, oui, il y a des affaires qui sont pratiquement à l'extérieur de moi, ou peut-être que ces personnages-là ou ces mondes-là, ils cherchent une façon de s'extérioriser, puis moi, je fais juste comme être le channel, je sais pas. Mais comme je dis, j'ai pas la... Tu
c'est plus par trip que je dis ça que de vraiment de le sentir. Mais c'est à cause que là, vu que tu m'en parles, tu me questionnes là-dessus, parce que je sais que dans le cas de Casimir ou tout ça, tu sais, c'est pas comme un moment où ce que je m'assis, puis là, je dis, OK, là, Casimir, il est arrivé à tel moment, il a fait ci, il a fait ça. Tu sais, c'est encore une fois, il y a l'entrevue qui se présente. Bon, ben là, il faut répondre à des questions, puis tout ça. Puis, tu sais, même chose, Casimir, on va parler un petit peu plus tard de Ichiban Number One, tu sais, où ce que c'est vraiment, OK, on va faire une session photo, on dessine un peu c'est quoi le personnage, puis ça se développe vraiment de soi, là, tu sais, c'est pas tant une recherche que juste un état de fait, genre un peu, je sais Mais pas. de toute façon, tu as toujours aimé raconter des histoires, puisque tu faisais des BD, tu faisais Ouais. déjà des BD dans les fanzines, mais tu en faisais aussi un peu depuis ton enfance, en fait. Enfin, depuis tu étais très jeune, tu as toujours aimé raconter des histoires, Ouais, c'est aimé vrai. dessiner des mondes, aimé raconter, faire des BD, etc. Et créer, en fait, tout un univers à partir de ça. Donc effectivement, je trouve ça cohérent. Après, Ouais. tes projets musicaux et tes projets professionnels sont cohérents avec ce que tu as toujours aimé faire. Ouais, c'est vrai. Donc non, je trouve ça intéressant, mais c'est effectivement, c'est drôle quand on prépare. Bon, peut-être que je vais un peu trop loin dans mes questionnements, mais préparer des émissions comme ça permet aussi de faire un retour un peu sur sa manière de créer et sur. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, comme tu disais, c'est que souvent, moi, tu sais, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de moi. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire que dans les années 90, j'étais à la télé à plusieurs reprises. Je parlais beaucoup du design, tout ça. Et puis après ça, ben, c'est plus les projets qui ont été mis à l'avant. Puis c'est les projets qui ont pris le dessus un peu sur tout ça. Donc, effectivement, c'est sûr que moi aussi, ça me permet de réfléchir un peu là-dessus ou de voir. Puis dernièrement aussi, j'ai commencé un nouveau travail au Bain Mathieu comme chargé de projet événementiel. Puis à travers de ça, des fois, je discute avec des personnes qui font des événements, tout ça. Je parlais avec quelqu'un du collectif Flush qui me disait, OK, c'est quoi ton profil, toi, tu sais, d'où c'est que tu arrives, tout ça. Je dis, ben, tu sais, j'ai commencé premier rave, j'ai travaillé au Fofone électrique, après ça, j'ai travaillé au Montreal Mirror, j'ai travaillé en pub, j'ai travaillé dans des sites web. Après ça, j'ai fait le design de Mutech, pique-nique électronique, j'ai eu mon net label, j'ai travaillé au Leica. Là, je m'occupe de la face B, tu sais, puis fait que là, le gars, il me dit, OK, fait que toi, tu as travaillé à beaucoup de places très hautes, tu sais, puis j'ai dit, ah, ben, oui, c'est vrai. Tu sais, j'avais pas, tu sais, c'est comme si moi, il était plongé dedans, j'avais pas comme réalisé ça, tu sais, puis je dis, ouais, c'est vrai des que veux places pas, importantes, tu sais, j'ai un beau CV, là, tu sais, à ce niveau-là, là, puis tu sais, justement, de travailler à des postes quand même influents, là, mais c'était pas quelque chose que j'avais réalisé tant que ça, non. Fait que, comme tu dis, même de dire aujourd'hui, puis d'arriver, excuse-moi, je t'ai coupé la Non, parole, je t'en prie. où ce que tu disais qu'effectivement, ben, que je faisais des BD à 12 ans, puis tout ça, parce que ça, c'est quand je t'avais expliqué d'où venait le nom Zupton, tu sais, Oui. qui venait d'une BD que j'avais faite quand j'étais très jeune, qui avait un personnage qui s'appelait Zupto, puis une planète, ou le personnage s'appelait Nupton, la planète s'appelait Zupto, ou le contraire, peu Ouais. importe. Puis qu'éventuellement, j'ai combiné les deux, je sais pas de quelle façon ou pourquoi. Mais, puis, tu sais, encore une fois, on a encore le lien avec l'appel à l'enfance, puis tout ça, tu sais, ayant puisé mon nom même au sein de mon enfance, Ouais. ou peut-être vraiment C'est cute. à la genèse de Ouais. qu'est-ce que j'allais devenir plus tard, là, tu sais, très jeune, là. Ouais. Mais je rebondis justement, sur ta réponse, qui m'emmène à quelque chose qui m'a un peu frappé quand on avait parlé de toi pour la préparation de cette émission. C'est effectivement que ta présence, elle est extrêmement forte. Donc, comme tu as dit, tu as travaillé dans des... t'as travaillé où tu travailles encore dans des lieux un peu emblématiques. T'as créé une multitude de projets, un label. Enfin, t'as fait beaucoup de choses. Et en même temps, on sent que tu es toujours en retrait, tu utilises toujours des alias, tu mets peu ton image en avant. Et effectivement, est-ce que ça, c'était un choix personnel de pas trop s'exposer? Parce que là ça revient un peu Sylvain Ferland avec la face B, etc. Mais c'est pas... mais tous tes projets antérieurs, dis-moi si je me trompe, mais tu t'exposais pas vraiment. Ce qui est différent un peu de beaucoup d'artistes qui vont exposer tout de suite leur image, se servir des réseaux sociaux, dire haut et fort qui ils sont. Toi, non, au contraire, tu as gardé un peu ce retrait et le fait de ne pas vouloir t'exposer. Ben, c'est pas une volonté. C'est pas un choix. Encore là, c'est arrivé peut-être
peut-être ça m'en rend compte que c'était une volonté, mais c'était certainement pas un choix conscient. Tu sais, Ouais. c'est plus arrivé comme ça. Mais c'est sûr qu'effectivement, tu sais, j'ai souvent porté des noms, des alias, puis tout ça, tu sais. Fait que dans ce sens-là, il y a toujours eu le trip un peu du personnage aussi. Puis que peut-être aussi, c'est à cause que le personnage te permet de faire des trucs que tu ferais peut-être pas toi en tant qu'individu. Que je Exact, ferais pas ouais. moi en tant qu'individu. Donc, il y a peut-être un peu de ça aussi en arrière de ça, mais je sais pas. Non. Mais c'est ça. Ça n'a jamais été un choix conscient de dire OK, il faut pas que je me montre, il faut pas que ce soit moi. Mais soit dit en passant, dans Ichiban No.1, qui est un de mes projets les plus récents, ben, à ce moment-là, c'est la première fois que c'est moi qui est sur les photos, alors que c'est pas moi qui fais la musique. Donc, c'est comme à l'envers. Mais ça aussi, c'est venu du fait où ce que, effectivement, après avoir fait Popstock ou David Scott, c'est à cause que je le sais aussi que éventuellement, qui va avoir le plus de... En tout cas, présumément, qui va avoir le plus de reconnaissance dans ce projet-là, c'est pas le designer qui est en arrière qui a inventé l'histoire, c'est la personne qui a fait la musique ou la personne qui fait le spectacle. Tu sais. Ouais. Là, je pense qu'il y a un peu de ça aussi avec Ichiban, où ce que là, je voulais complètement renverser les rôles, où ce que c'est la personne qui fait la création qui est à l'arrière, si on veut. Ouais. Ouais, donc c'est ce qu'on disait tantôt, c'est toujours une manière de renverser un peu les habitudes et d'être toujours un petit peu hors format, quoi. Ouais. Hors des sentiers battus. Mais effectivement, c'est pas... même si c'est pas un choix conscient, c'est un parti pris artistique de pas vouloir s'exposer. C'est qu'effectivement, je trouve que ça frappe par rapport à beaucoup d'artistes qui, eux, vont avoir... je parlerai pas d'ego trip, mais qui vont, encore une fois, beaucoup plus se mettre... même... Je trouve que c'est encore plus frappant, même à notre époque, où il y a beaucoup d'artistes qui se mettent eux en avant, même avant l'œuvre, quoi. Et t'as beaucoup d'artistes de l'ancienne génération qui déplorent un peu ça en disant non mais commencez par créer avant de vous mettre vous en avant. Je trouve qu'on a un peu renversé le paradigme maintenant. Je sais pas comment tu vois ça, un peu le changement d'époque. Ben, moi, ça me dérange pas, c'est juste des trucs différents. Ouais. Fait que c'est clairement pas qu'est-ce que moi je fais, c'est pas qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, mais il n'y a pas de mal en soi. Puis Non, pour carrément. moi, tu sais, pour moi, Boiler Room, c'est autant. Comment je pourrais dire ça? J'essaie d'être gentil, là. C'est que c'est autant commercial, tu sais, c'est beaucoup sur le culte du DJ ou des trucs Exactement, comme ouais. ça. Puis que ça soit pour 200 personnes à la fois ou sur 15 000 personnes en même temps, c'est le même trip pareil. Tu sais, c'est. Fait que c'est sûr que moi, j'ai jamais trop joué là-dessus. C'est pas. Tu sais, peut-être aussi, ça explique un peu comment j'ai été comme designer ou des trucs comme ça. Tu sais, mais pour moi, le but, ça n'a jamais été de pogner, mais le but est plus de provoquer ou de séduire, d'arriver à séduire. Ça, c'est le fun aussi. Tu sais, si tu séduis en provoquant, pour moi, c'est le fun. Tu sais. Ouais. Mais pour ce qui est de tout ce qui est par rapport à l'image ou tout ça, en tant que tel, ben c'est comme je dis, c'est juste moi, c'est pas mon truc. Puis s'il y a des gens qui adhèrent à ça ou qui aiment ça ou quoi que ce soit, ben il n'y a pas de mal non plus. Là, c'est vraiment juste, c'est d'autres choses. Pour moi, c'est un peu comme dire Céline Dion versus Marc Fenn. C'est Ouais. comme deux affaires complètement différentes, tout simplement. Et j'allais rebondir aussi sur ton rôle, parce qu'on en a parlé, t'as beaucoup de casquettes. Donc on a parlé un peu de ta casquette de graphiste, ta casquette musicale, ta casquette de DJ, ta casquette de promoteur, d'organisateur de soirée. Mais on n'a pas trop parlé de ta casquette j'appelle ça un peu curateur de la phase B, mais de directeur artistique à la phase B. Finalement, un peu, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle? La phase B, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une radio underground, web underground de montréalaise. Ouais, c'est C'est assez connu, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui connaissent. Hein. En fait, nous autres, l'appellation qu'on a trouvée, c'est Radio Underground Montréal. Ouais, c'est ça. Voulant aussi, souvent, j'essaie d'utiliser des mots qui vont être compréhensibles en anglais, c'est-à-dire que des fois, que l'ordre des mots changerait en anglais, mais que quand même un anglophone peut voir et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, c'était vraiment d'essayer de trouver un sens commun à tout ce qu'il y a à la phase B, parce que l'offre musicale est assez diversifiée, mais je pense cohérente quand même, mais pas uniquement musique électronique non plus. Donc, si on y va par le début de l'histoire de la phase B, JD, qui est le proprio et fondateur de la phase B, m'approche un soir de Mutech
il me dit « Ah, toi, tu viens de Québec, tu connais telle personne, tout ça, t'aimerais-tu ça faire... Je pars à une radio, t'aimerais-tu ça faire une émission? » J'ai commencé une émission un peu comme ce que vous faites ici aujourd'hui. C'était une émission de 2 heures, je recevais du monde. Ça s'appelait « Silvio reçoit ». Silvio étant mon nom de DJ actuel, qui est Silvio Style, qui est qui est le manager de Casimir Popstock. Encore un autre alias. Silvio Non, mais vous allez finir par comprendre, hein, je vous assure, hein, c'est pas si difficile à comprendre. Silvio Style, c'était le gérant de Casimir Popstock. Fait qu'on a fait des sessions de photos ensemble où on s'est fait pourchasser par des paparazzis puis des trucs comme ça. Donc, et puis je featured aussi sur certains morceaux, je fais des back vocals sur... c'est énorme. Excuse-moi. Moi j'ai dit évidemment, oui, Ouais. la séance. Je rigole tout seul dans mon coin, je suis obligé de couper mon micro parce que... Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, en fait, puis là, je vais juste faire une petite parenthèse, on pourra revenir peut-être au Laika et au Net Label tantôt, mais justement aussi, quand il a fallu que je commence à être DJ au Laika, puis ça faisait des années que je n'avais pas été DJ, là, à ce moment-là, il a fallu que je me trouve un nom. Mon nom, dans le temps, au Fofun, c'était Cosmic Key, tu sais. Fait que là, Cosmic Key, quand tu as 23... En tout cas, dans le temps, j'avais 23 ans, j'avais les cheveux orange fluo, tu sais, je trouvais ça cute. Là, étant plus âgé à 40 ans, tout ça, avec le style de musique que je passe, je trouvais peut-être pas ça adéquat, aussi tripant que ça. Fait que c'était sûr que ça me prenait un changement de nom. Puis j'arrivais pas à trouver un nom, donc c'est devenu Silvio Style. Toujours est-il que JD m'approche, et puis je fais une émission à la Face B qui s'appelle Silvio reçoit. Donc, même format que toi, que vous autres, 2 heures, et puis je recevais un invité une fois par mois, tu sais. Et puis, quand j'ai commencé à ce moment-là, la Face B avait vraiment un studio. Et puis, on diffusait en direct du studio qui se trouvait dans le sous-sol chez JD. Et à force de faire mes émissions-là, tu sais, j'étais comme, OK, mais là, tu sais, c'était vraiment disparate. Tu avais une émission le mardi à 18h, puis tu avais une émission le jeudi à 20h, puis tu sais, tu avais comme juste des trucs qui apparaissaient de temps en temps, tu sais. Et puis, s'est établi une relation de confiance entre moi et JD. Et puis, avec le temps, ben, j'ai dit, OK, ben, regarde, je vais essayer de te recruter un peu de monde, puis tout ça. Puis, j'ai dit, il faudrait qu'on ait un peu une structure où on diffuse de telle heure à tous les jours, juste pour que les gens aient un rendez-vous. Fait que quand on a commencé, c'était vraiment 2 émissions de 1 heure par jour, qui étaient rediffusées immédiatement après. Fait qu'on avait 2 heures. Fait que de 20h à minuit, il y avait quelque chose qui se passait à la Face B. Et puis après ça, la COVID est arrivée. Et c'est le moment où là, j'ai commencé vraiment à faire plus de recrutement, à voir aussi que JD, ben, il me laissait aller évoluer un peu comme je voulais là-dedans. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé à grossir et à prendre forme. Là. C'est pour arriver, je pense que ça fait 3 ans là, qu'on est 24 heures sur 24. On a à peu près 120 heures de nouveaux mix par mois, entre 120 et 150 heures de nouveaux mix. Et puis... essentiellement, ben, c'est du monde que j'ai connu au fil du temps. Excuse-moi. C'est des gens que j'ai connus au fil du temps, mais aussi des connaissances de ces connaissances-là. Donc, nécessairement venant de Québec et un fort passé aussi à Montréal, puis tout ça. Fait que ça a fait beaucoup de connexions. Fait que ça explique totalement les sons de la Face B qui sont house, techno, mais aussi tout ce qui est alternatif. Il y a beaucoup de un choses, peu de punk. Du techno-industriel. Puis pour moi aussi, la Face B, il faut qu'il y ait des moments où ce que tu écoutes, où ce que tu dis, on va se dire ça en langage très clair et commun, là, asti que je suis pas capable de cette affaire-là. T'sais. C'est quoi cette style d'affaire de malade-là? T'sais? Fait qu'il faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait encore là, peut-être le trip de provocation. T'sais. Mais on a aussi beaucoup de house. T'sais. Fait que l'idée aussi, c'est qu'évidemment, pour moi, ça fait partie du mandat, puis je pense que JD aussi, on a vraiment une vision qui est similaire là-dessus. C'est l'idée, c'est que ça s'appelle la Face B. La Face B, encore là, ça revient des disques, souvent ce qui était des singles ou un 45 tours. Parce que là, tu as la Face A qui était le gros hit, et puis la Face B qui était la toune poche, entre guillemets. Mais que souvent, quand tu étais vraiment amateur de musique, mais la toune poche, finalement, tu la trouvais vraiment bonne, tu sais. Puis il y a eu beaucoup de situations comme ça, un peu des fois comme... Avant ça, des fois, j'achetais un album, puis là, tu accroches sur les trucs qui sont le plus faciles, puis éventuellement, au bout de quelques mois, c'est vraiment un morceau vraiment plus obscur qui vient te toucher d'une façon particulière, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est un peu ça aussi, l'idéologie de la Face B, c'est d'avoir encore une fois du contenu qui est original, qui est différent. Et puis, à la base, c'est quoi? T'sais, c'est beaucoup des gens qui sont extrêmement passionnés, puis un peu comme je parlais tantôt, quand tu as des trucs qui sont à l'intérieur de toi qu'il faut qu'ils sortent. T'sais. Fait que je pense que
En tout cas, moi, c'est ça que je sens des gens qui sont à Face B. C'est des gens qui ont besoin absolu de partager qu'est-ce qu'ils connaissent. Puis, tu sais, on a vraiment beaucoup de gens. Tu sais, nous autres, notre range de DJ, tu sais, je connais pas l'âge de tout le monde, mais c'est à peu près en 20 ans, puis notre DJ plus âgé a 75 ans. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais. Puis pour moi, il y a une grande fierté là-dedans, tu sais, d'avoir cette espèce de diversité-là. Mais évidemment, le DJ de 75 ans, il passe des affaires d'aujourd'hui, puis c'est un show d'industriel qu'il fait, là, de techno-industriel. Fait que c'est pas... tu sais, pas savoir que ce mec-là, il a 75 ans, tu le sais pas, là. Il n'y a aucune façon musicalement de le savoir, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis évidemment, ben, dans la phase B aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment par hasard. Je suis pas parti avec un plan, je suis pas parti avec une idée, j'ai idée non plus. Puis ça s'est développé avec le temps. Puis dire, OK, comment qu'on fait si on veut faire du 24 heures? Comment qu'on peut s'organiser pour que ça marche, ça soit simple à gérer? Fait qu'il y a beaucoup de limitations, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des idées et tout ça, sauf que ça implique beaucoup, énormément de travail, tu sais. Puis essentiellement... Ah oui. Puis c'est très structuré. Ouais, c'est... Mais c'est ça, c'est extrêmement structuré pour une raison, parce qu'il faut que ça marche. Puis c'est pour ça aussi que moi, tu sais, parfois, il y a des gens qu'il faut que je les ramène à l'ordre, puis je dis, garde, il faut que tu marches dans le sens de tout le monde, parce que moi, je ne peux pas mettre plus de temps sur toi, malheureusement, tu sais. Ouais. Fait que c'est plate, c'est dommage parce qu'on perd des fois des gens, mais c'est vraiment essentiel parce que si le projet n'était pas aussi structuré, il ne pourrait pas fonctionner. Puis tu sais, il faut partir avec l'idée, c'est que, comme je disais, je pense que ça fait 3 ans, ou peut-être à l'été, ça va faire 4 ans qu'on est 24 heures sur 24, mais ces shows-là, c'est moi qui les ai programmés tous. Tous les shows, c'est moi qui les place. Donc, à un moment donné, tu sais, pour arriver à faire ça, puis je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui a le goût de le faire ou qui se propose pour aider, tout ça, c'est extrêmement plate, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est... Moi, actuellement, à la phase B, j'en fais plus de nouveaux shows, tu sais. Mais je gère tout ça, mais j'ai une extrême fierté là, de recruter. Puis un peu, quand on va parler du ton son aussi, c'est toujours ça. Moi, c'est des artistes qui me stimulent, des gens qui me stimulent, puis des gens que je sens qui ont la même passion que moi. Puis moi, j'ai comme la facilité à le faire, à faire ces trucs-là. C'est un peu quand on s'est parlé en pré-entrevue, je pense qu'on avait discuté de ça, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a fait remarquer, à un moment donné, il dit... Tu sais, c'était pas vous autres les vieux, mais il dit, ah, ben vous autres, le monde qui crée tout le temps, là, depuis plein d'années, ou quelque chose de même, vous êtes, tu sais, vous faites plein d'affaires, puis vous en rendez même plus compte, tellement que c'est naturel pour vous autres, tu sais. Fait qu'effectivement, moi, j'ai cette facilité-là. Je pense que je suis assez sociable aussi, je parle avec beaucoup de gens, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai des connexions, j'ai le plaisir justement d'être tombé sur JD qui investit de l'argent dans la phase B depuis les tout débuts, parce que c'est pas gratuit faire c'est ça. C'est le grand mécène de la phase B. Ouais. Puis lui, il est encore plus underground que moi, parce que Ouais. lui, il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas qu'il existe, puis c'est moi la vedette de la phase B, façon de parler, là, tu sais. Mais derrière ça, c'est JD, là. Si JD n'est pas là, il n'y a pas de phase B. Puis non seulement ça, c'est que c'est rare qu'on ait des problèmes techniques, mais c'est JD aussi qui gère les problèmes techniques quand il y en a. Parce qu'on ne peut pas imaginer, mais des radios, il y a beaucoup de problèmes techniques. Ouais. Beaucoup de conneries qui arrivent. Non, j'imagine. Ouais. Jay, il fait oui, Oui, derrière son... Je confirme. Mais c'est ça qui est encore une fois, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on parle de la phase B, parce que autant on a parlé de tes projets... musicaux et visuels qui pouvaient parfois être un peu loufoques et expérimentaux, mais autant tu as aussi cette capacité à être porteur de projets extrêmement structurés, de les emmener très loin pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années, de t'investir vraiment énormément. Donc ça, c'est aussi une autre de tes facettes que je trouvais important de souligner, c'est que tu as ce côté très carré avec et depuis des années tu es le curateur vraiment de la phase B et tu l'as vu grandir et pour être alors c'est pas pour me placer mais pour avoir ma petite émission dans la phase B pour présenter mes mix, effectivement je peux dire en étant un tout petit peu de l'intérieur que c'est très structuré, qu'on sait parfaitement où on va, qu'on a toutes les ressources, enfin c'est extrêmement, on a des Google Docs qui sont faits pour nous aider, enfin tout est extrêmement travaillé. Ouais. C'est très carré, quoi, par rapport à d'autres radios ou quoi, où on arrive à identifier les ressources très facilement et ça tourne, quoi. Ouais. Ben, l'idée, encore une fois, c'était vraiment qu'il faut trouver des façons pour que ça marche avec le minimum de travail. Évidemment, ça demande une certaine quantité de travail. On s'en sort pas. Ouais. On s'en sort pas. Mais c'est vraiment de simplifier ça à l'extrême. Tu sais, il y
Il y avait quelqu'un cette semaine qui est en Europe, tu sais, qui me faisait la remarque parce qu'il disait « Ah, quand est-ce que mon site va repasser? » Puis j'ai dit « Ben, il va repasser à 6 h le matin à Montréal, mardi prochain, tout ça. » Puis j'ai dit « Il va être midi ou peut-être... » En fait, c'était peut-être même plus tôt, c'était 10 h du matin, tu sais. Puis là, il me dit « Tu penses-tu que c'était adéquat 10 h du matin pour du techno? » J'ai dit « Malheureusement, si tu veux t'impliquer dans la radio, si tu veux faire des choix de programmation, gérer, organiser les émissions, tout ça, moi, je suis tout pour... » Mais je dis, actuellement, nous, on travaille vraiment avec le minimum de ressources, puis tant aussi techniquement, de la façon que la radio est faite, là, si on le faisait avec des vrais moyens de radio, on n'aurait pas les moyens financiers de le faire. Ça serait tout simplement pas possible. C'est-à-dire que de faire du streaming, ça coûte une fortune. Sauf que JD, qui fait de la programmation, qui est extrêmement brillant et organisé, on a tous trouvé des petites crosses, des petites façons de contourner des affaires, de trouver des façons extrêmement créatives, tant au niveau de la structure de la programmation, ou comme tu dis, essentiellement, le document que les gens lisent quand ils arrivent à la radio, c'est quoi ce document-là? C'est toutes les questions que je me suis fait poser. Je les ai toutes mis dans un document. C'est ça, ouais. Puis quand j'envoie le document, je dis aux gens, j'ai dit, si les questions persistent, reviens-moi. Il n'y en a pas de questions. Il n'y en a pas, parce que tout est répondu déjà extrêmement clair dans le document. Fait que c'était juste, dans le fond, JD, encore une fois, qui a été programmeur. Puis les programmeurs, je sais, pour avoir travaillé avec d'autres, sont souvent comme ça. C'est qu'ils veulent se clairer du plus grand nombre de problèmes possibles. C'est qu'ils veulent gérer quelque chose pour que ça soit géré, puis qu'ils s'en occupent plus, puis qu'ils passent au prochain dossier. Mais la phase B, c'est un peu comme ça aussi de la façon que c'est fait. C'est vraiment extrêmement tout contrôler, façon de parler, mais pour que ça roule extrêmement bien, qu'il y ait le moins d'embûches possible, le moins d'énergie à consacrer, à contacter du monde, à échanger avec les gens. J'adore les gens, mais à 120, 150 DJ, tu peux pas commencer à envoyer des petits messages. Au début, on le faisait, mais là, je peux pas envoyer des petits messages pour n'importe quoi. Puis tu sais, effectivement, quand il y en a qui ça fait 3, 4 fois qui peuvent pas envoyer leur mix, ben là, moi, j'ai pas le choix de lancer un appel parce que moi, j'ai pas l'énergie à les contacter à tous les mois. Puis passer des rediffusions, c'est correct, mais moi, tant que ça, j'aime mieux qu'ils fassent plus partie de la radio. Comme ça, j'ai pas besoin de communiquer avec eux autres, je fais juste passer à la rediffusion sans être obligé de demander s'il y a besoin d'une rediffusion. Tu sais. Oui, je comprends. Fait que c'est plate, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Parce qu'évidemment, la radio, oui, c'est moi, c'est JD, mais essentiellement, c'est tout le monde aussi. Mm. Fait que le jour où il n'y a plus personne qui veut faire sa part ou qui ne veut plus produire ses mix à temps et tout ça, il n'y en a plus de radio. Ça finit là, c'est tout simplement pas possible. Donc c'est ça. Mais je me souviens, JD, il me faisait souvent la remarque, il était extrêmement surpris. Il disait, comment tu arrives à faire ça? Est-ce que les gens, ils envoient leurs trucs à temps, puis tu te le quittes, tu sais, puis d'arriver à... Puis même moi, tu sais, c'est beau, là. Tu sais, que tout le monde le fait par amour, mais que tout le monde aussi accepte de vivre selon ces règles-là. Mais en même temps, c'est indispensable que ça soit comme ça. Ouais. Non, c'est très... En tout cas, c'est un beau projet, ce que vous faites à la phase B. J'espère que... c'est du travail. En même temps, je vous félicite parce que c'est du travail. Mais j'espère que ça continuera longtemps comme ça. Je propose qu'on fasse peut-être une petite pause musicale et qu'on écoute une track de Zub Ton Son. On écoute 2, je pense. 2? Ouais. Ok. On va écouter Drovers 88, ouais. Puis Lucy in the Day, c'est ça? Ouais, la Touch Me. Je vais te dire exactement comment que ça s'appelle. Mais si tu veux qu'on passe les... C'est ton émission, Sylvain. Alors, si tu veux qu'on passe les deux... Non, mais... Non, mais ce que il y en a une, c'est juste 40 secondes. C'est vraiment tout court. Parfait. Comme Parce que moi, j'ai privilégié de choisir des morceaux courts. Comme ça, on en entend un petit peu plus, comme tantôt avec Casimir puis David Scott. C'est parfait. Si c'est correct pour toi. Oui, c'est parfait. C'est parfait pour nous. Je t'ai dit encore une fois, moi, j'aime les invités qui prennent le lead, donc... Ben là, c'est sûr que... Moi, tu me demandes d'emmener de la musique. On va écouter de la musique. C'est sûr oui, que moi, je propose d'écouter ça. Et puis, tu nous reviendras avec les petites anecdotes. Je rappelle qu'on est toujours sur le Petit Quart, sur choc.ca.
Oh là, on est de retour. Sylvain, est-ce que tu veux prendre la parole un petit peu sur ce qu'on vient d'entendre, décortiquer un peu Ouais, ça me fait plaisir de réécouter ça. Ouais, Ouais. ça faisait un bout. Ouais, mais aussi, c'est un peu, c'est ça, c'est comme je disais tantôt, genre en 2012 à peu près, je me suis retrouvé DJ au Laika. Laika, qui était comme un lieu emblématique où c'était un bar où tu peux arrêter puis pratiquement tout le temps voir quelqu'un de la scène de musique électronique ce que tu ou un peu disais. expérimental qui va être là, puis tout ça, puis tu passes des soirées à discuter des fois avec des gens que tu connais pas, mais que tu as plein de points communs avec eux, puis tout ça. Puis j'ai eu la chance de travailler là pendant, je pense, 3 ou 4 ans, avoir une soirée hebdomadaire, donc je faisais 6 heures tous les mardis. Et puis, nécessairement, moi, n'aimant pas me répéter tout le temps, il fallait que j'aille une tonne de musique, tu sais. C'était une super belle période à ce moment-là parce que sur SoundCloud, c'était vraiment possible de découvrir des artistes et puis qu'il y avait beaucoup, qu'il y avait des morceaux que tu peux downloader gratuitement, mais très facilement. Là. C'était download Space sur Python, là. Pas besoin de t'abonner à plein de trucs. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Encore maintenant, mais tu as quand même besoin de, effectivement, il y a eu une vague mortelle, là, tu sais. Ouais. Ce qui fait que j'ai ramassé beaucoup de contenu que je jouais au Laika, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais une super fierté aussi. Des gens y arrivaient, « Ah, c'est quoi qui joue? » Puis moi, ce qui me faisait triper, c'est de dire, « Tu pourrais le trouver toi aussi, c'est juste que moi, je fais la recherche, je le trouve, je vais le chercher, mais tu sais que c'est gratuit pour tout le monde, puis il faut juste aller chercher, c'est là, tu sais. » Mais évidemment, c'est dans mes talents d'être capable de faire ça aussi, là. Tu sais, puis je le vis bien.
Donc, c'est ça, j'avais une super grande fierté. Fait que souvent, il y avait des trucs que, à force de les jouer au Laika, que je me disais, OK, ça, c'est vraiment bon, c'est vraiment intéressant, tout ça. Et puis, cherchant toujours des projets ou des raisons de créer puis de faire du nouveau design, ben à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'approchais des gens dont j'avais ramassé les morceaux, mais qui étaient déjà gratuits sur SoundCloud. Fait que c'était très simple. J'ai eu très, très peu de refus parce que quand je m'adressais aux gens, j'ai dit, ton morceau, il est déjà gratuit. Fait que t'as pas de problème fondamental avec le fait que tes trucs soient gratuits, downloadables, tout ça. Puis moi, je vais juste le reprendre. Je vais sortir exactement, je fais aucun edit, je fais aucune transformation sur ton morceau. Je fais juste faire une pochette, puis je vais sortir un single, souvent 2 tracks, 3 tracks. Je choisissais dans le catalogue de l'artiste. Fait que qu'est-ce qui est le fun? Parce que des fois, tu pourrais faire une commande à un artiste, puis là, qu'est-ce qu'il te livre? C'est pas ce que tu t'attendais ou que t'aimes pas vraiment ça ou quoi que ce soit. Tandis que là, ben moi, je partais vraiment de l'opposé parce que je les approchais en fonction d'un morceau qui me faisait triper, tu sais. Fait que, tu sais, c'est là aussi un peu avant la phase B qui me préparait à la phase B dans le sens où ce que justement d'avoir des trucs qui m'excitent, tu sais, puis je me dis, ah ouais, ok, ça, j'ai vraiment, vraiment le goût que cette personne-là, elle sorte ses affaires avec moi, puis aussi, visuellement, de travailler là-dessus, puis de me servir de ça comme base d'inspiration. Mais à ce moment-là aussi, les pochettes, c'était vraiment l'idée de passer une soirée ou 2 soirées là-dessus, de pas de travailler sur un projet d'1 mois, puis ça, fait qu'il y avait quelque chose de très instantané là-dedans, puis c'est vraiment juste de sortir presque le plus vite possible ce qu'il y avait à sortir avec ça, là, tu sais. Mais, si tu me demandais plutôt est-ce que ça continue ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Puis encore là, ben là, la ressource n'est même plus là, tu sais, pour trouver tous ces morceaux-là. Puis l'autre affaire aussi, c'est que qui est trippant de Zup ton son, c'est qu'il y a beaucoup de ces artistes-là qui probablement ne font même plus de musique aujourd'hui ou qui sont complètement disparus ou qui ont fermé leur SoundCloud ou qui font quelque chose de complètement différent. Il y avait un gars que j'ai sorti à un moment donné qui avait 16 ans. Fait qu'on peut imaginer que ça faisait pas des tonnes de morceaux qui dansaient sur SoundCloud. Là, fait que ça aussi, ça m'excite d'avoir ce premier jet-là, ce premier truc-là, mais en même temps, encore une fois, d'avoir des gens qui, eux, ont plus d'expérience puis tout ça, mais que moi, les affaires, ils m'excitent au même niveau, là, juste pour des raisons différentes. T'sais. Pour revenir à Zup ton son aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ben là, ça nous emmène un peu plus vers... moi, je suis peut-être un peu trop tôt dans mes histoires. Parce que là, je m'en allais un peu plus sur Ichiban, expliquer un peu ce projet-là. Ben, moi, j'avais une question par rapport à Zup ton son, parce que, encore une fois, peut-être que je vais trop loin dans mes questionnements, mais est-ce qu'il y avait un côté altruiste autour du fait de proposer que ton label propose à des artistes des tracks, l'artiste qui propose des tracks gratuites, bah toi tu vas derrière proposer de labelliser la track ou de faire quelque chose autour de ça, ou est-ce que tu recherchais spécialement des artistes qui étaient altruistes, etc., ou encore une fois pas du tout? Non, pas du tout. Puis l'idée aussi, c'est que Zup ton son, c'était pas vraiment connu non plus. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas un plus-value, c'est qu'il n'y avait pas de perte. C'est à cause que dans le fond, c'est que je savais que j'aurais pas de rejet pour la part des artistes. Ok. Parce que le morceau, il est déjà là, il est disponible, tout ça. Puis pour moi, c'était juste de dire, OK, tu vas avoir un output de plus. Par contre, qu'est-ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que Zup ton son est encore en ligne, alors que, comme je disais, dans la plupart des cas, leur SoundCloud n'est plus en ligne ou très difficile à trouver ou des trucs comme ça, t'sais. Fait que ça comme... Mais ce qui est génial, ça devient presque... C'est presque des reliques, des trésors. Exact, ouais. Que tu gardes... Que tu gardes au sein de Zup ton son. Et ce qui était sympa, ce que tu racontais comme petite anecdote pré-émission, c'était que l'extrait qu'on a entendu là, Drovers 88. Ouais, en fait, c'est vrai, on n'a pas nommé. C'est ça qu'on. Excuse-moi, là, juste parce que c'est ça, on écoutait Drovers 88. Et ce qui était sympa, c'est que c'était un sample. Tu expliquais que c'était un sample d'Alia, c'est ça, le son qui faisait un peu lo-fi là qu'on a entendu. Non, pas dans ce morceau-là. C'est un autre morceau qui est sorti. Okay. Ouais. Mais que le son que vous avez entendu là, qui était un peu. Enfin, moi, je trouvais que c'était du lo-fi, mais pas vraiment. C'était un peu imprégnation, je trouvais. Ouais, ben il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties sur Zup ton son, que c'est des affaires que j'ai de la misère à catégoriser spécifiquement, qu'il y a d'autres personnes qui peut-être seraient plus aptes que moi à le faire. Tu sais, je pense aussi que ce qui est drôle, c'est qu'avec la phase B, ça m'a forcé à mieux définir les styles de musique. Puis je suis encore un peu un novice là-dedans.
Mais il y a des fois que je m'aperçois qu'il y a des gens qui me disent, exemple, ça, ils vont s'identifier comme étant trance. Je suis comme, non, c'est pas du trance, mais pas pantoute, tu sais. Puis après ça, de reconnaître aussi, c'est quand t'arrives, tu sais, avant ça, moi, tout était hard techno, mais c'est comme, non, ça, c'est du hard groove, tu sais, des trucs comme ça qui sont vraiment des trucs subtils, là, que des fois, c'est comme une différence de 5 BPM entre deux styles ou des trucs comme ça, puis j'ai encore un peu de misère. Mais, c'est très difficile à catégoriser. En plus, il y a tellement de sous-genres et de sous-catégories ouais. maintenant que les gens développent les talents, qu'on développe les machines, qu'on développe les logiciels, etc. Et puis tous les 4 matins, il y a un nouveau sous-genre, qui sort avec non, ma ligne de basse est un peu différente. Non, comme tu dis, non, mon BPM est 5 BPM en dessous, c'est pas du tout ça. Donc, non, c'est très compliqué à catégoriser, je suis d'accord avec toi. Je serais curieux de savoir le nombre de tags que tu as aujourd'hui sur SoundCloud pour définir le... Ben, il y a des fois aussi qu'il y en a carrément, parce que moi, je fais beaucoup de ma recherche de musique, c'est un peu bizarre, mais je découvre beaucoup d'artistes via Last.fm. Okay. C'est-à-dire que je rentre dans Last.fm un nom d'artiste que j'aime, et puis là, j'écoute tous les artistes qui sont affiliés, c'est-à-dire qui sont similar, et puis qui ont moins de 25 000 écoutes. Fait que c'est comme ça un peu que je pars. Moi, je suis toujours dans qu'est-ce qui marche pas. Ouais. C'est ça qui Non, mais m'intéresse. c'est un parti très intéressant, encore une fois. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement... Mais comme Zup ton son, c'est toi, ce qui t'intéressait, c'était ce qui marchait pas, des gens qui... Enfin, pas ce qui marchait pas, mais encore une fois... Qu'est-ce qui est extrêmement bon, voilà. mais qui est totalement inconnu. Et que les gens livrent leur musique comme ça parce qu'ils sont pas connus, parce que c'est intéressant comme exactement. Partie. T'es un vrai digger de pépites. Un vrai digger de pépites. Mais si. J'aime bien ce... Moi, je suis un digger de pépites. Un bon exemple de ça, c'est Kali Uchis, qui est venu... c'est quoi, Palamosa, là, le festival de pique-nique électronique à l'automne passé. C'était une des headliners. Mais elle, son premier album, je l'ai eu gratuit sur SoundCloud, tu sais. OK. Puis je savais que, en tout cas, tu sais, tu peux pas être sûr que ça va pogner, que ça va être hot, mais je savais que c'était comme, pour moi, c'était pas normal que cette fille-là soit pas connue, tu sais. C'était fucking puissant, qu'est-ce qu'elle faisait, puis vraiment bon. Fait que, tu sais, c'est sûr aussi que moi, ça me fait triper, tu sais, ou Nina Kraviz. Mais Nina Kraviz, moi, j'ai commencé à l'écouter, elle était totalement inconnue aussi, tu sais. Fait que moi, j'ai un thrill aussi là-dedans d'aller chercher des affaires, puis ben, à un moment donné, après ça, de les voir grossir, tu sais. Puis c'est ça que je souhaite aussi, tu sais. Il y a des fois, il y en a des DJ, ça c'est normal, tu sais, à la phase B, avec la quantité de DJ qu'on a, on a toujours des gens qui partent, des nouvelles personnes qui arrivent, c'est tout à fait normal. Mais moi, quand je vois des DJ qui deviennent plus gros, puis qui deviennent un peu plus connus, puis tout ça, tu sais, j'ai extrêmement de fierté aussi là-dedans, là, ça c'est sûr. Excuse-moi, j'ai perdu d'où est-ce qu'on était parti. Ben non, on était parti justement de l'extrait de nos extraits de Zup ton son et un peu de ta manière, de voir les choses et ta manière de diguer des sons. Et tu t'allais parler tantôt de tes projets musicaux personnels. Ouais. Qui sont... qui dans le fond, c'est la seule affaire qui continue à vivre sur Zup ton son, c'est mon projet personnel. Qui s'appelle Ichiban Number One. Ichiban voulant dire Number One en japonais. En fait, Ichiban Number One, ça veut dire numéro un. Oui, parce qu'en plus de toutes tes casquettes, tu as aussi habité au Japon. Non, mais on n'aurait pas assez de 2 heures pour expliquer toute la vie de Sylvain. Mais tu as habité au Japon. Ouais, un petit peu. Évidemment, avec mon visa canadien. Là, fait que c'est limité tout ça. Mais j'ai fini par passer 8 mois en tout. Et puis... pendant que j'étais là-bas, en fait, c'est qu'au Japon, particulièrement, moi, j'ai vraiment habité sur Tokyo. À Tokyo, tu as 2 bières de marques concurrentes qui ont des énormes panneaux, un à côté de l'autre, puis les 2 bières, c'est Number One in Japan. T'sais. Fait que je suis parti de là, c'est de là, numéro un. Et puis, l'affaire qui est arrivée, c'est que j'avais une amie que j'étais allé visiter, qui habitait là, qui elle est suisse-japonaise. Donc, je me ramasse au Japon, et puis... je disais à son copain, j'ai dit viens, on va aller avec une amie à eux qui s'appelait Junko. Et puis elle était styliste. Fait que j'ai dit on va se promener en ville, on va faire plein de photos, on va filmer une vidéo, puis éventuellement je vais trouver quelqu'un pour faire de la musique. Là, c'est comme le début où ce que là, les rôles se renversent, où ce que moi je suis plus en arrière, mais je suis vraiment à l'avant. Et puis ça a été un peu au début, c'était pas clair que ça allait porter vers quelque chose. Puis finalement, c'est un collaborateur de longue date, un ami de longue date qui s'appelait 8B, dont j'ai parlé tantôt, Jocelyn, qui a fait de la musique pour Ichiban,
Moi, je croyais à ce moment-là que c'était des morceaux qui n'avaient pas sorti, puis qu'ils m'avaient juste proposé. Donc, on a fait 2 mini-albums. Et puis, toujours est-il qu'au fil du temps, ben là, on s'est retrouvés où là, on est en préparation pour le 3e. En fait, c'est ça, c'est le 3e album officiel. Fait qu'on a fait vraiment des albums complets. Il y en a un, le premier, c'était Top F étoile K, donc Top Fuck. Et puis, après ça, on a eu Object, qui était un album qui était extrêmement long. Et c'est-à-dire qu'il y avait, je pense, 20 morceaux dessus. OK. Et puis là, on est en train de préparer le 3e, que je sais pas, je suis très tenté à ce qui s'appelle Go. Go étant Go, on y va. Mais Go aussi, en japonais, ça veut dire 5. Mais en l'occurrence, ça sera un peu bizarre parce que c'est pas vraiment la 5e production, c'est ni le 5e album. En réalité, puis si je compte les mini-albums, on est rendu à 6 parce qu'il y a eu 3 mini-albums. Donc, est-ce que ça va s'appeler Go? Je sais pas. Mais... Puis l'autre affaire aussi, c'est que sur les photos d'Ichiban, parce que moi et Mathieu, qui est mon comparse là-dedans, Mathieu n'est pas dans... Il est dans Ichiban, mais il vient, on se voit une fois par année, on fait des photos, il fait des enregistrements de voix, puis après ça, on se redonne des nouvelles dans 1 an ou dans 2 ans, ou peu importe, tu sais. Fait que Mathieu, lui, est encore moins impliqué dans le projet, tu sais. Il est vraiment juste là pour faire des belles photos, puis des images, puis tout ça. Et puis sur ça, à ce niveau-là, dans Ichiban, on se fait photographier puis tout ça. Là, c'est le premier projet où je suis vraiment comme représenté en tant que moi-même. Là, oui et non, parce que je suis quand même Silvio Style. Mais ouais. Fait que ça continue un peu encore sur Zupton Son. Là, c'est peut-être les seules affaires qu'on sort encore. Puis ça marche quand même étonnamment bien. J'ai comme un peu de difficulté à comprendre. C'est des affaires qui marchent le mieux sur Zupton Son parce que Zupton Son, tout est downloadable gratuitement. D'ailleurs, les morceaux qu'on a entendus précédemment, c'est encore possible d'aller sur le site de Zupton.com. Nice. Il y a la section Zupton Son. Et puis après ça, il y a un catalogue. On est quand même rendu à 55 trucs qui ont sorti. OK. Fait que tout peut être téléchargeable sans souci, sans problème. Et Ichiban avec Akufen qui m'a fait le plaisir de me donner aussi 3 morceaux pour mon label. Fait que c'est vraiment des affaires les plus downloadées. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais Ichiban, le dernier album, il est sorti il y a 6 ans, puis on a encore des downloads à tous les mois. Là. Fait que j'ai aucune idée d'où ça arrive ou pourquoi que ça arrive ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que toujours est-il que là, avec Ichi, on est en train de préparer notre nouvel album qui va sortir au printemps. Je sais pas si ça va être janvier ou mars, tout ça. On est quand même assez avancé. Et puis, je vous ai emmené un morceau qu'on va entendre tantôt, là, juste avant qu'on termine. C'est un morceau, c'est le morceau qu'on va écouter pour clôturer l'émission. Est-ce que c'est le projet? Non, c'est pas le projet à venir, c'est un projet... Non, c'est qu'est-ce qui est à venir. En fait, c'est même pas la version... Okay. C'est même pas la version finale. Ça va peut-être être ça. Un peu, je t'expliquais précédemment comment ça fonctionne, le processus de création avec Ichiban. C'est que dans le fond, moi, j'envoie des idées à Jocelyn, un peu des... Comme on a une chanson qui s'appelle Tonne. C'est Ichiban, pour se situer musicalement, j'appelle ça de la pop industrielle. Fait que ça sonne vraiment années 80, mais dans une touche moderne. Puis ça ressemble à plein de trucs, mais ça ressemble à rien en même temps. Pas précisément, en général. Et puis, donc j'arrive, je dis à Jocelyn, j'ai telle idée, comme il y a un morceau que c'est Tonne 618. Tonne 618, c'est le plus gros objet connu dans l'univers. Il n'y a rien de plus gros que ça qui est connu de nous, tu sais. Fait que Jocelyn, il est parti de cette idée-là, puis il a construit une toune avec ce concept-là, des trucs comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est... j'ai envoyé des messages sur Facebook via Messenger, j'ai écrit à plein de monde, puis là, j'ai dit, OK, j'aimerais ça que tu dis du numéro 1 dans ta langue. Fait qu'on l'a en allemand, on l'a en russe, on l'a en espagnol, tout ça. Et puis là, en l'occurrence, Jocelyn, il a fait une toune où on l'a en français, puis on a la version russe aussi, qui dit dans la toune. Donc, actuellement, le morceau, le titre, il est nommé en russe, mais je suis même pas capable de le prononcer. Oui, le titre de la track est absolument imprononçable si vous ne parlez pas... Il va falloir que je me pratique un peu. Si vous ne maîtrisez pas l'alphabet cyrillique, c'est absolument impossible. Mais encore une fois, c'est un projet un peu... c'est une manière de créer un peu non conventionnelle et un peu hors format. Et je trouve que c'est ce qui fait ta force. En tout cas, c'est ce qui te caractérise dans tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission. On entendra, on va écouter la track pour
clore cette émission parce que je vois qu'il nous reste très peu de temps. Ça fait déjà 2 heures qu'on parle, ça passe extrêmement vite. On continue 1 heure. Ouais. En tout cas, merci d'être venu, Sylvain. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, mais ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir ce soir. Je pense qu'on aurait pu parler encore beaucoup plus de choses, d'anecdotes, de choses que tu as vécues, de choses que tu as vues. Malheureusement, on n'a que 2 heures d'émission ce soir. Mais en tout cas, on était honorés de ta présence. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Ah mais moi aussi, puis je t'ai dit, j'étais super honoré de me faire inviter puis tout ça. Puis c'est vraiment le fun pour moi cet exercice-là. Je suis dans une période dans ma vie actuellement où il se passe plein de nouvelles choses. Comme je disais, je suis rentré au Bain Mathieu, fait que ça aussi c'est très différent. Puis c'est très stimulant aussi de pouvoir travailler là. Puis c'est comme une autre affaire que je fais différent, mais qui a encore plein de liens avec ce que je fais aussi, qui a plein de liens avec la radio. Parce que c'est beaucoup des rapports sociaux avec les gens, tu sais. Quand tu fais, quand t'es chargé de projet, c'est dealer avec des gens, puis tout ça. Fait que c'est... ouais, je trouvais que ça tombait vraiment bien. Puis aussi, ça, je n'avais pas parlé parce que je sais pas exactement que ça va comprendre, mais je commence aussi, je suis dans la cohorte du conseil de nuit pour 2026-2027. Donc ça, c'est associé avec Montréal 24-24 qu'on fait la promotion de la culture de nuit puis tout ça. Ah, super. Fait que ça aussi, c'est comme un autre projet là, qui arrive dans cette période-là de changement. Là, moi, j'aime bien quand il y a beaucoup d'affaires qui se passent en même temps, qu'il y a des points marquants puis tout ça. Là. Fait que j'ai comme l'impression que je suis un peu dans une période comme ça actuellement. Ouais. Ben, en tout cas, merci d'être venu te confier ce soir. Jusqu'à nous. On te souhaite beaucoup d'épanouissement dans tous tes nouveaux projets. Voilà, le conseil de nuit, la phase B, le Bain Mathieu, que des lieux emblématiques. Je m'excuse de ne pas l'avoir présenté, mais cette émission, elle ne peut pas exister sans Jay qui est derrière sa vitre. On le remercie beaucoup pour. Ouais, on le remercie beaucoup pour gérer toute la technique à chaque fois. On espère que vous avez passé un excellent moment, que vous avez appris plein de choses. On était très contents de faire cette émission ce soir. Restez connectés, ça sera disponible sur... Excuse-moi. Ben, il faut pas qu'il oublie d'écouter la phase B, là aussi. Oui. C'est lafaseb.live. Oui. Zupton.com. Zupton qui est à la retraite, mais qui est encore là. Mais, on transmettra aussi, tous les réseaux. La phase B aussi, on a un gros événement qui arrive à la fin de l'année, qui est toujours la dernière semaine entre Noël et Jour de l'An, qui s'appelle Fret. Puis Fret, c'est uniquement de la musique ambiante. L'année passée, ça durait 51 heures. Fait que là, je sais pas, moi, j'aimerais beaucoup cette année avoir 75 ou 100 heures. Je sais pas si c'est trop si c'est réaliste ou pas. Mais à date, on a déjà 9 heures d'accumulé, puis il n'y a pas eu beaucoup de promos, puis c'est vraiment très, très, très tôt. Là, c'est dans un mois le deadline. Okay. Fait que j'ai quand même l'espoir. Fait que ça, c'est le fun parce que ça dure vraiment en continu. Fait que ça va commencer genre le dimanche, puis ça va finir le mardi ou le mercredi ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Bon, restez connectés en tout cas sur la phase B. On va se quitter sur ton projet, Sylvain Ichiban #1. Moi, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve dans 2 semaines. L'audio disponible sur Spotify, comme d'habitude, ou sur choc.ca. Restez connectés sur nos réseaux. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Bye bye, bonne soirée. Non, mais